2, France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 pour le Grand Forum en ce vendredi 14 octobre. Bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est parti jusque 18h30 avec au programme de la dernière partie tout à l'heure une recette que nous donnera Amar. Nous parlerons de l'éphéméride de ce 14 octobre avec les quelques dates importantes à retenir dans l'éphéméride. Il y a eu d'ailleurs pas mal de prix Nobel de la paix attribués un 14 octobre, notamment à un certain Nelson Mandela, Martin Luther King aussi, et puis Yasser Arafat. Voilà, vous en saurez plus donc tout à l'heure aux alentours et après 18h. Les programmes télé pour ce soir bien sûr, et puis le sport avec Ralph Bécheny à suivre bien sûr tout à l'heure sur France Maghreb 2. Et puis avec pour m'accompagner aujourd'hui Monsieur Hamou Bouakaz, comment il va? Salut Christophe, ça va bien. Dis-moi, dans le désert ils disent toujours ouais, on l'aime bien, t'as ma recette. Ah oui, t'as ma recette. Ah oui, toujours. Elle est très bien, celle-là, non? Pas mal. Une petite punchline à la NKM là pour commencer. C'était beau bien. ça, c'était beau. Le j'aime ou j'aime pas tout à l'heure avec une flopée d'informations à commenter avec Tarek Mami qui est toujours en avance, c'est connu. Le coup de cœur de Hamou Bouakaz, il est musical aujourd'hui, n'est-ce pas? Ouais, j'aime bien la musique, surtout la musique que vous allez découvrir tout à l'heure, qu'elle est très très jolie, c'est-à-dire très très bien. Ah oui, sympa, je confirme. L'invité sera Kamel Dafri. Tu connais Kamel Dafri? Non, je connais pas Kamel Dafri, ça me dit quelque chose pourtant. Le directeur du festival, la 17e édition d'ailleurs du festival Ville des Musiques du Monde qui commence ce soir avec d'ailleurs une petite soirée sympathique le 29 octobre prochain avec Ali Amran et Shir Sidi Bémol. Ça se passera à l'Embarcadère à Aubervilliers. Voilà. Ça va être un homme passionnant ça. Ouais, ça c'est bon ça. Donc à 17h il sera avec nous Kamel Dafri pour nous en parler de cette 17e édition. L'avis tranché de monsieur Hamou Bouakaz. De quoi allons-nous parler aujourd'hui avec toi? On va parler de François Mitterrand, François Hollande, le contraste. Ah oui. Et un sacré d'ailleurs. Dans l'actualité aujourd'hui, ce que je vais vous proposer de commenter cette résolution de l'UNESCO qui alors a fâché rouge Israël à tel point que d'ailleurs elle a suspendu ses relations avec l'UNESCO à l'initiative de cette résolution à propos de la mosquée d'Al-Aqsa. Eh bien, l'Algérie et le Maroc, comme quoi, quand ils veulent s'allier, ils arrivent peut-être à faire des bonnes choses. On verra en tout cas ensemble tout à l'heure. Nous parlerons évidemment de ce qui s'est passé hier soir à la télé avec un débat des primaires, le premier débat télévisé entre les candidats à la primaire donc de la droite et du centre en vue de la présidentielle de 2017. Un exercice qui était millimétré, ce qui n'a pas empêché, vous le verrez, quelques passes d'armes. Nous y reviendrons. Et puis nous parlerons aussi de l'institution judiciaire qui monte au créneau après les propos de François Hollande sur les magistrats accusés par le chef de l'État de lâcheté. Une humiliation pour le procureur général de la Cour de cassation. Nous verrons cela tout à l'heure. François Hollande a fait marche arrière et s'excuse. Ça s'est passé ce midi. Tout à l'heure, j'aime bien le titre de Courrier International qui dit « Comment se suicider en 700 pages ». Politiquement. Comment se suicider politiquement en 700 pages. C'est un titre donc du Courrier International. J'avais pas lu Courrier International, mais dans la chronique de tout à l'heure, on reviendra au suicide politique. C'est ça. Et nous y reviendrons évidemment tout à l'heure. Pour l'heure et pour commencer, c'est le zapping. Le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la radio, à la télé, sur Internet. On va évidemment commencer par ce débat qui a eu lieu hier soir sur TF1, regardé par plus de 5,6 millions de téléspectateurs. Donc au niveau de l'audience, le pari est rempli. Pour ce qui est du reste, le débat était assez soporifique. Je propose d'écouter un extrait dressé par le commentaire d'une journaliste. Éviter l'affrontement direct. Hier soir, les 7 candidats à la primaire de la droite et du centre avaient tous cet objectif en tête. La tension est pourtant montée d'un cran quand l'affaire Big Malion a été évoquée. Or, si j'avais été mis en examen, je n'aurais pas été candidat. Je veux dire que je ne porte de jugement à l'égard de personne. Ce ne sont pas des déclarations qui honorent ceux qui les prononcent. Mon casier judiciaire, après 37 ans de vie politique, il est vierge. Je n'ai jamais été condamné. Mais aussi la condamnation d'Alain Juppé. Aujourd'hui, les Français ont la décision au bout de leur bulletin de vote. S'ils estiment que ma faute me disqualifie, ils ne m'éliront pas. On y reviendra évidemment tout à l'heure sur ce débat avec Tarek Mami et avec Hamou Bouakaz. On poursuit ce zapping avec la chanteuse Lily Allen qui est venue à Calais avant le démantèlement de la jungle de Calais d'ici quelques jours. Et elle est venue s'excuser auprès des migrants en larmes. Écoutez. À 3 reprises, les Anglais en particulier ont mis la vie de ce jeune garçon en danger.
Nous avons bombardé votre pays, nous vous avons abandonné aux talibans et maintenant vous risquez votre vie pour arriver dans notre pays. Je m'excuse au nom de mon pays, je suis désolée de ce que nous vous avons fait subir. Séquence émotion donc de cette chanteuse anglaise. On passe maintenant à cette information révélée par iTélé. Des militaires français auraient été grièvement blessés en Irak par un drone de l'État islamique. C'est ce que l'on apprend donc. Ceci pose la question sur l'utilisation des drones, qui fut d'ailleurs l'appareil le plus offert à Noël dernier. Ce serait un drone de ce type qui aurait été utilisé dans l'attaque des 2 soldats français en Irak. Environ 2 mètres d'envergure, on peut se le procurer facilement dans le commerce. Il peut transporter jusqu'à 1 kilo, des explosifs dans le cas de l'attaque à Erbil. Toutes les grandes manifestations qui rassemblent du public peuvent être survolées. Par d'autres, c'est interdit. Et comme il suffit qu'un engin puisse porter une charge explosive d'1 kilo, avec 1 kilo de TNT ou alors de Semtex, ça fait de très gros dégâts. Objet inoffensif et cadeau le plus offert à Noël l'an dernier en France, le drone deviendrait-il une arme de guerre ? Ça pose des questions sur l'évolution technologique, puisque toute personne mal intentionnée peut utiliser son véhicule sur la chaussée en bas, comme on l'a vu à Nice. Le drone n'est pas plus dangereux en soi qu'un véhicule. Pas de quoi paniquer donc, mais comment éviter ce type de dérive ? Où en est le texte actuellement en discussion au Parlement ? L'immatriculation des drones va permettre à la fois la traçabilité et effectivement la recherche de la responsabilité des pilotes ou exploitants de drones. Les expérimentations sont nombreuses. Brouillage radio, piéger le drone avec un filet ou même un aigle, test de la police néerlandaise. Des méthodes qui ont toutes leurs limites, car si l'engin est trop gros, trop rapide ou télécommandé par un GPS, ces tentatives sont inutiles. Et enfin, pour finir ce zapping, un extrait du reportage consacré à Florian Philippot hier soir dans Envoyé spécial. Ce dernier s'est emporté. Nous avons nous aussi posé la question à Florian Philippot. Pour la première fois, après plusieurs semaines de tournage, ce politique, à la parole millimétrée, va perdre le contrôle. Lors de votre première rencontre avec Marine Le Pen, vous n'êtes pas seul. Non mais, je suis pas seul ou pas. Mais mettez les pieds dans le plat, vous voulez parler de mon frère. Bon, bah alors dites-le. Est-ce que votre frère a un rôle politique ? Non, il n'a pas de rôle politique. Bon, il a ses convictions, il a sa vie, il fait ce qu'il veut. Votre frère, on l'a vu plusieurs fois à Nanterre, au siège du Front National, on l'a vu plusieurs fois chez Marine Le Pen. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai ? J'ai pas l'habitude de le voir à Nanterre, ni chez Marine Le Pen. On a des sources. Oui, vous avez sûrement des sources. Moi, j'ai des sources qui m'ont dit que votre sœur, elle faisait des choses pas terribles. Vraiment, j'ai des sources. En guise de réponse, une attaque personnelle et gratuite. Voilà pour ce qui est du zapping, mon cher ami Mo. On se termine donc par un pétage de câble de Florian Philippot, quand même. Je kiffe, moi, ça. C'est bon, ça. Ah oui. Ouais, c'est bon. Alors, qu'est-ce qui a retenu ton attention principalement dans ce zapping ? Le plus drôle, c'était les drones, en fait. Ouais. C'est ça qui était rigolo, c'est qu'en fait, tu fous 1 kilo d'explosifs dans un drone et tu mets en difficulté la 6e puissance du monde. Et moi, ma conviction sur la période que nous vivons, c'est que c'est la période de la revanche des faibles. D'ailleurs, il y a un bouquin de Bertrand Badis sur cette question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tellement de laissés pour compte dans le système partout que les forts vont être déstabilisés par la coalition hétéroclite et même involontaire des faibles. Et donc, les faibles, alors on peut en penser ce qu'on veut, on peut avoir des convictions différentes par rapport à certains faibles, il n'y a pas de doute là-dessus, mais les faibles s'organisent et donnent des coups, plantent des banderies qui affaiblissent les forts. Donc ça, c'est tout à fait intéressant, et vous verrez dans la prochaine période, il y aura ça partout. D'ailleurs, vous avez vu dans le débat, on en reparlera, mais on peut aussi le lire de cette façon, la revanche des faibles. Ouais, la revanche des faibles. À qui Ouais. tu penses quand tu parles de faibles ? Je pense à Copé. Ouais. Je pense à Copé qui a été le seul à sortir du cadre et qui a fait sortir de ses gonds Sarkozy, qui l'a humilié d'une façon qui a montré que bon, il y a un moment donné, voilà, Sarkozy sortait du cadre qu'on lui avait donné.
Je trouve aussi que Poisson, petite révélation, dans son couloir, a aussi profité de ce débat. Il avait le même temps et il s'en est bien servi. Alors encore une fois, je ne parle pas de mes convictions personnelles, hein. Je parle simplement du point de vue simplement de l'analyste, quoi. En tout cas, on en reparlera évidemment tout à l'heure, mais d'après tous les sondages, Alain Juppé apparaît comme le grand gagnant de ce débat. Alors on verra, et on en reparlera en tout cas de toute façon dans un instant. Mais pour l'heure et avant toute chose, on va revenir dans un instant sur cette résolution de l'UNESCO qui est à l'initiative de l'Algérie et le Maroc à propos du statut de la mosquée d'Al-Aqsa. Aucun lien avec le judaïsme, c'est ce que donc réclame donc cette résolution qui a été votée à l'unanimité. D'ailleurs 24 pour, 6 contre, 26 abstentions, dont la France. Ah non, pas à l'unanimité du coup alors. 24 pour quand même contre 6, c'est pas mal. La majorité alors. Oui, la majorité. D'accord. On en reparle dans un instant. Monsieur Tarek Mami qui entre à l'instant dans nos studios, que l'on va saluer dans un instant, le temps de mettre notre petite page de réclame. Et on est de retour très vite. Le Grand Forum, merci d'être avec nous. Je rappelle qu'à 17h, on recevra Monsieur Kamel Dafri, qui est le directeur du festival 17e édition, d'ailleurs quand même cette année, Ville des musiques du monde, qui va nous parler de cette 17e édition qui va démarrer donc ce soir. Amou Bouakaz avec nous et aussi Tarek Mami. Bonsoir Tarek. Bonsoir Christophe, bonsoir à toutes et à toutes et à tous. On va pas changer les bonnes habitudes. Et bonsoir Amou Bouakaz. Ça va? Il fait beau à Paris. Ah oui, il fait beau. Oui. Ça avait l'air speed, hein. Ouais, c'est ça. Alors, on va directement rentrer dans le vif du sujet, si vous voulez bien, avec cette résolution de l'UNESCO qui a été votée. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire, au-delà de ce que comporte cette résolution, c'est que c'est à l'initiative de deux pays. Qui sont pas forcément dans la meilleure entente qu'ils soient, mais en tout cas pour cette fois-ci, ils se sont entendus pour cette résolution. En tout cas, tenter de la faire voter, ça a été réussi. C'est le Maroc et l'Algérie à propos donc de cette résolution, passant sous silence les liens historiques. Écoutez bien, c'est important, du mont du Temple et de la mosquée d'Al-Aqsa et du judaïsme. Ce qui a évidemment énervé, on peut le comprendre quelque part, Israël, qui a coupé d'ailleurs tous les liens avec l'UNESCO, reprochant d'ailleurs à l'UNESCO de favoriser l'islamisme terroriste. Le terrorisme islamiste, pardon. Alors, que faut-il en attendre de cette résolution de l'UNESCO? Et surtout ma question, est-ce que finalement, quand deux pays qui s'entendent pas forcément bien, mais se mettent d'accord pour faire voter une résolution, je rappelle quand même 24 pour, 26 abstentions et 6 contre. Parmi les 6 qui ont voté contre cette résolution, il y a évidemment les États-Unis, il y a aussi l'Allemagne, voilà quelques pays. Et la France, qu'est-ce qu'elle a fait? La Grande-Bretagne, la France s'est abstenue. Voilà. Je vais vous donner quand même ceux qui ont voté contre, donc les États-Unis, la Grande-Bretagne. Mon premier n'est pas vrai et mon second est derrière le dos. Mon tout est la France. la Lituanie, l'Estonie aussi, donc ont voté contre. L'Estonie c'est l'Amérique, Israël c'est l'Amérique. Qu'est-ce qui reste? L'Allemagne et... L'Allemagne, la Grande-Bretagne. L'Allemagne, si tu veux, il y a les Pays-Bas aussi. Voilà, les Pays-Bas. Voilà. Alors oui, pour l'Allemagne, on est d'accord. Je rajouterai pour la Grande-Bretagne. J'ai vu, avant de revenir sur la chose, cher Christophe, j'ai vu un type qui a, je sais pas dans quel article, j'en lis tellement comme tout le monde. C'était le titre, Monsieur les Anglais, le siècle a tourné. Reconnaissez votre erreur dans Sykes-Picot. Recommençons à écrire l'histoire. Voilà, donc elle va pas prendre. Moi, si je devais prendre la boutade, pour moi, c'est une bonne occasion pour que les Algériens et les Marocains se parlent. Ouais. Parce qu'il faut préparer le texte, il faut s'asseoir dans un café. Je leur suggérerais, en étant humble et avec un peu d'humour maghrébin, français, et que quand ils se mettent d'accord sur le texte pour Jérusalem, après ils disent on ouvre le texte comme pour le Sahara, comme ça si on pouvait signer le même texte le même jour, on serait des gens heureux et on fera beaucoup de populations heureuses. Il manque quand même un pays dans ces pays initiateurs. Hein. Oui. La Tunisie. Oui, mais c'est dommage. Non, mais c'est pas dommage. Ça veut dire que si moi je décide avec un mot d'initier un texte, on est deux. Après, on le soumet à tous ceux qui veulent le voter, mais c'est les deux qui ont pris l'initiative. Au contraire, pour moi, c'est une bonne initiative. Hein. Donc c'est une victoire ou Il n'y a pas de victoire, c'est un rappel historique de faits anthropologiques, pour parler gros mots, et des choses existentielles. Est-ce que vous avez vu, par contre, la vidéo qui tourne sur le site des ministères des Affaires étrangères israéliens?
Vous l'avez pas vu. Alors, Amou, c'est une vidéo qui fait 3 minutes, qui raconte, soi-disant, l'histoire d'Israël sous une forme humoristique. Et donc, la première image qu'on voit, c'est un jeune couple israélien dans un super appartement, confortable et tout, qui s'amuse, regarde la télé, je sais pas ce qu'ils font. Et puis, quelqu'un tape à la porte. Et là, vous allez avoir successivement tous ceux qui, soi-disant, ont colonisé Israël, mais les Palestiniens, on les met après 48. Après les Anglais, après les Romains, après tout le monde. Et donc ça, par contre, les Israéliens, quand il y aura eu quelques protestations de quelques députés arabes palestiniens, là, ils disent pas, on coupe les relations avec le ministère des Affaires étrangères, parce que les faits historiques font que, à tout le moins, ils sont rentrés dans le débat. Juifs et Palestiniens devenus après quelques siècles musulmans ont vécu ensemble sous le nom de Canéens dans la même terre. Bon, donc voilà ce que ça fait. Donc c'est un rappel historique. Bravo. Mais à quoi ça sert? Pour ma part, moi j'aimerais bien quand même que tous les sismographes se mettent en état d'alerte, parce que le Maroc et l'Algérie qui s'entendent, c'est synonyme peut-être de tremblement de terre sur toutes les failles sismiques. Hein. Ça, c'est un premier point. Oui, mais peut-être que le tremblement de terre aura lieu à Jérusalem. Oui, alors ça, ce serait pas très bon. Deuxièmement, sur le fond, est-ce que vraiment c'est l'urgence absolue de dire que la communauté juive, je n'ai pas vraiment lu le texte dit. Qu'est-ce qu'il dit précisément? Voilà, il dit que la mosquée d'Al-Aqsa n'a rien à voir avec le temple. N'a aucun lien avec le judaïsme. Avec le temple. Bon, parce que la thèse officielle en Israël, c'est la mosquée est sur le temple. Un certain moment, il faudra détruire la mosquée pour reconstruire le temple. Oui, alors, moi, je sais pas ce qu'il faut en penser, mais il y a une chose dont je me souviens. J'ai pas beaucoup de culture sur ce sujet. Mais. France Maghreb 2, vous apprenez, d'après mes souvenirs, c'est, Omar ibn al-Khattab qui a conquis Jérusalem pour les musulmans. Oui. Et quand Omar ibn al-Khattab est arrivé, les chrétiens lui ont proposé de prier dans leur église. Ok? Et il a refusé, disant non. Je ne veux pas prier dans votre église, parce que si je le fais, demain peut-être, des musulmans prendront prétexte de cette église, de cette prière, pour l'annexer. Il a pris son tapis, il s'est mis à côté, et il a prié à un endroit où on a ensuite construit la mosquée Omar. Alors, je vous rajoute... Donc ça veut dire que finalement, cette façon de faire... est la bonne, c'est-à-dire dans un petit mouchoir de poche comme celui-là, il y a beaucoup de communautés qui se sont juxtaposées, et la bataille à mener, c'est plus pour essayer de trouver comment on sort de ce conflit absolument destructeur pour tous, plutôt que de redire des choses qui finalement sont pas si claires que ça. C'est pas si clair que les Juifs n'ont rien à voir avec la mosquée Al-Aqsa. Tout le monde a à voir avec tout dans ce coin-là. Non. On est tellement serré dans un tout petit confetti que ça serait bien de trouver le moyen de se parler pour qu'on puisse s'organiser, tout ça. Juste avant de vous laisser parler. Historique, juste je vous donne la réaction d'Israël, parce que c'est intéressant. C'est un peu comme si on disait que la Chine n'avait rien à voir et n'avait aucun lien avec la muraille. Voilà la réponse de... Oui. Voilà. Je rajoute une précision. Non seulement les chrétiens ont proposé d'utiliser leur église, mais ils ont surtout demandé la destruction du mur qui existait, donc le fameux... l'enceinte le fameux mur de lamentation. Oui. Et lui, il a dit non. Il a dit, pour les Juifs, ce mur a une importance, donc j'y touche pas. Parce que imagine si Omar ibn Khattab avait décidé à l'époque de détruire le mur pour construire directement la mosquée Al-Aqsa, les Israéliens de 48 et de 67 n'auraient pas pu se recueillir devant. Ça c'est un. Voilà. Et deux, peut-être qu'ils auraient dit on détruit tout de suite pour chercher s'il y a quelque chose dessous. Or, je peux vous dire que moi qui suis ce dossier comme quelques autres, les archéologues israéliens ont creusé de partout, sous la mosquée, et n'ont pas trouvé le début, et ils le disent, ils le reconnaissent, pas les politiques israéliens, les scientifiques, qu'ils n'ont pas trouvé quelque chose, même pas une pierre ou je sais pas quoi, ou quoi que ce soit qui prouve. Donc, aujourd'hui, que si les Israéliens veulent construire, puisqu'ils sont en position de force, ils construisent, mais ces obsessions de religiosité, je viens casser ce que tu as construit pour construire dessus, ce n'est pas de notre siècle. Et Omar ibn Khattab, au 7e siècle, ne l'a pas fait. Donc, ce qui n'a pas été fait au 7e,
au sens humain d'aujourd'hui, ne peut pas être au 21e quand même. Alors, Tarek, justement, puisque vous parlez de ces fameux creusements en dessous de la mosquée. Dans tous les sens. Vous savez que d'après les scientifiques, c'est même scientifique, s'il y avait un quelconque tremblement de terre à cet endroit, la mosquée s'écroulerait comme un château de cartes. C'est aussi fait pour, puisqu'il y a pratiquement plus de murs de soutènement. Voilà. Il y a plus de fondation, quoi. Oui, et aujourd'hui, il y a plein de barres en métallique et des barres en bois pour soutenir ce qu'on voit au-dessus donc de la terre. Non, mais j'ai visité, vous pouvez prendre le problème de toutes les façons. Si un microclimat ne se rétablit pas pour que les échanges se refassent, on est d'accord, Amon. Si un nouveau processus n'est pas bâti, on est d'accord, tout s'écroulera comme un château de cartes. Israël s'écroulera. Israël va s'écrouler pour des questions démographiques. Israël va s'écrouler parce que, contrairement à ce qu'on raconte, le flux des entrées-sorties est favorable aux sorties. Tout à fait. Israël va s'écrouler parce que les contradictions de la société israélienne sont à maturité et qu'aujourd'hui, la quasi-guerre civile règne en Israël. Donc, je veux dire que rien que ça devrait motiver le peuple israélien à se réveiller et à cesser de porter à sa tête des gouvernants qui sont totalement suicidaires. Mais sauf si, comme un certain nombre de juifs le disent mezzo voce, sauf si l'État d'Israël est un problème pour le judaïsme. C'est-à-dire que il y a je l'ai entendu dans la bouche, alors je veux pas du tout trahir sa pensée parce que c'est une pensée très élevée, je l'ai entendu dans la bouche de la rabbin Delphine Orviller qui disait en gros Israël, l'État d'Israël est une solution pour nous y sommes attachés, mais elle nous pose un problème parce que du coup les Juifs gèrent cet État de manière entre guillemets normale, c'est-à-dire que ils se livrent aux mêmes crimes, aux mêmes ajustements que n'importe quel dirigeant d'un État, et du coup le judaïsme en est souillé. Voilà. Et donc ça, c'est un problème très compliqué pour eux. Les Juifs, à travers l'histoire de l'humanité et à travers la texte, devraient être autre chose. Je viens de lire avant-hier je sais pas si c'est un président, c'est un président américain qui a dit, donc, en gros, une cinquantaine d'années après l'établissement des États-Unis, le peuple américain a aujourd'hui supplanté les Juifs dans cette notion de peuple élu, parce que ce sont les Américains aujourd'hui qui vont écrire l'histoire pendant des siècles. Oui, enfin, en tout cas, moi je constate très sobrement que si tu prends la série des prix Nobel depuis un siècle... Et il y en a eu pas mal d'ailleurs, un 14 octobre. Il y a énormément de Juifs, que les Juifs sont un peuple qui s'est construit sur l'étude et sur la lecture, et que globalement... Nous ne sommes pas à France Maghreb 2, et tu connais la position, nous ne sommes pas dans un conflit avec les Juifs. Nous sommes dans un conflit avec les sionistes et les Israéliens sionistes. Et puis la politique sioniste. Une fois qu'on a dit ça, après les Juifs, bien sûr, c'est un peuple comme les autres, il a sa place comme les autres, pas plus, pas moins, et donc on ne tournera pas ici à France Maghreb 2 sur le mot juif. On tourne sur le mot sioniste. Alors que ne me dis pas, on sait que le peuple juif, et on n'a pas dit le contraire, on a dit que les sionistes ne servent pas l'humanité en général et le peuple juif en particulier. En tout cas, ponctuellement, c'est vrai que ça fait quand même plus de 20 ans que le processus est bloqué. Des Palestiniens, moi, je l'ai dit déjà. J'ai dit que si j'étais un dirigeant palestinien, je demanderais aux Israéliens de me réannexer. Voilà, ça c'est ma position, parce que je considère que la solution à deux États n'est plus possible, que c'est un mythe qui est entretenu par les Israéliens pour faire durer, et que tel que les choses sont parties, je ne vois vraiment pas d'issue. Autant en Afrique du Sud, il y a 20 ans, on voyait une issue. Parce qu'on avait Nelson Mandela, on avait une situation qui pouvait se débloquer. Autant là, je ne vois vraiment pas d'issue. Je ne sais pas comment ces deux peuples vont finir par trouver un chemin. C'est absolument consternant. Alors, une petite info que je vous glisse au passage, vous connaissez la compagnie aérienne israélienne, El Al, eh bien, elle a reçu des plaintes de la part de femmes juives qui en ont marre à chaque fois qu'ils prennent l'avion de changer de siège parce que des ultra religieux ne veulent pas être assis à côté des femmes. C'est peut-être ça ce que dit Hamou, la guerre civile à l'intérieur. Non, mais c'est vraiment ça. Il y a une guerre civile à l'intérieur qui est larvée aujourd'hui, mais les religieux sont en train de mettre la main sur l'État, et les sionistes que tu critiques, qui ont commencé par être des sionistes laïques, commencent à en avoir ras-le-bol, parce que c'était pas pour ça qu'ils avaient programmé de construire un État. Et là,
c'est ce que je vous disais, les contradictions de la société israélienne sont en train de la miner. Par contre, je n'arrive pas du tout à comprendre, moi, où en est la société palestinienne. Je vois une société qui est extrêmement déprimée, je ne vois pas de leadership émerger. Alors on parle de Marwan Barbouti, j'aimerais bien que ce soit la solution. Libérons-le et on verra bien. Ah oui, moi je suis évidemment partisan de sa libération. Il y a des élections qui devaient être organisées au mois d'octobre justement, qui ont été reportées. Bah oui, mais par tu vois, l'autorité palestinienne. Voilà, par l'autorité palestinienne. Il semble qu'il y ait finalement un creusement important entre le Hamas et l'autorité palestinienne justement. Donc là, c'est vrai que la situation est quelque peu chaotique et là aussi très compliquée. Et d'ailleurs, le processus de paix n'a jamais été aussi au point mort que jamais, quoi. On peut le dire. Donc on voit pas franchement d'issue. Mais au-delà de cette religion que j'évoque avec vous aujourd'hui, si ce n'est que de rappeler les liens historiques, comme vous le disiez, Tarek, quelle est l'utilité et pourquoi Israël en fait des tonnes finalement sur cette résolution? En termes de stratégie, Israël œuvre avec les Américains pour finir par avoir une reconnaissance internationale de cette notion d'État juif en Palestine ou en Israël, pour avoir les arguments juridiques de pouvoir bouter hors de la Palestine la totalité de ceux qui ne sont pas juifs, y compris ses propres citoyens chrétiens et arabes, puisqu'il y a des députés. Et c'est dans ce sens-là aussi qu'il faut comprendre tous ces conflits au Moyen-Orient, notamment en Syrie, c'est d'arriver à découper la Syrie en plusieurs petits États qui seront des États donc de confession. Et donc il y aura l'État alawite dans le projet américano-israélien, l'État sunnite, l'État une fois chiite et autres. Une fois que ceci est obtenu, Israël, par comparaison, demandera cette reconnaissance. Or, aujourd'hui, cette reconnaissance d'État juif n'est pas encore mûre dans la tête de tout le monde, y compris les Américains. Et beaucoup de Palestiniens ont aujourd'hui un fameux document signé par le président Eisenhower en 48 à la reconnaissance. Et moi, j'ai le document comme d'autres. Il faut juste c'est Truman. C'est Truman, voilà. En tout cas, on lui tend le document de la reconnaissance de l'État d'Israël et c'est marqué The Jewish State, donc l'État juif. Et le président Truman raye à la main le mot juif et écrit israélien pour pouvoir dire que tout le monde peut vivre dans un État, quel que soit l'État, mais les gens ne peuvent pas vivre dans un truc. Et ça, c'est une des blessures des politiques d'aujourd'hui israéliens, et surtout la droite, parce que cette notion n'existait pas dans l'histoire des sionistes au départ. C'était, on fait un pays démocratique élevé, on donne des leçons à tout le monde. Et c'est avec l'arrivée de, comment il s'appelle, le Begin. Voilà, le premier, donc, en 77, on est rentré dans cette histoire. Voilà. Tiens, une petite info aussi que je vous glisse au passage, vous connaissez certainement, vous amateurs de foot, le FC Séville, c'est une équipe espagnole qui obtient pas mal de résultats, qui a été 3 fois vainqueur de l'Europa League. Alors je reçois un mail d'un auditeur qui nous dit, contrairement à ce qu'il dit en clair, la proposition a été déposée par les Palestiniens avec l'Égypte, l'Algérie, le Maroc l'ont supporté, mais ils ne sont pas l'initiateur. Et après, il y a eu l'Algérie, le Maroc, le Liban. Ça, c'est les sources de l'auditeur, on n'a pas les mêmes. Donc, donc on le dit. Ouais. Juste par rapport au FC Séville, donc 3 fois vainqueur de l'Europa League, a été contacté par Israël pour une campagne de pub de plaquage sur les maillots, en contrepartie d'une grosse somme d'argent. Eh bien, le FC Séville a refusé. Tout simplement. Voilà, c'était une petite information que je vais vous glisser au passage. Il y a toujours des gens qui pensent qu'on peut acheter tout le monde avec l'argent. Et puis Israël n'en a malheureusement pas le monopole. Non, mais j'ai pas dit le contraire. Je peux même dire que le général soudanais qui a été commis pour faire une première enquête sur les armes, je sais pas si c'est en Irak ou un truc comme ça, a refusé. Et après, c'est le président soudanais qui a été touché. C'est le président soudanais qui a touché le chèque au nom de son pays. Et il a destitué dans l'heure le fameux général. Donc, l'argent. Sinon, vous avez une petite position de la presse russe ce matin qui nous dit que ça y est, la 3e guerre mondiale a commencé. Selon les médias russes, bien sûr. Oui, le contexte international est très inquiétant, hein. Alors, une petite info qui tourne aussi dans les médias russes, pro-russes, qui dit, et je mets tout ça entre guillemets et sous toute réserve parce que des fois il n'est pas bien vu que de donner des infos qui ne sont pas de CNN ou de l'AFP, à la suite
de l'attaque de l'armée américaine contre les soldats syriens à Deir ez-Zor avec les 60 à 90 soldats morts. Parmi ces soldats, il y aurait eu, sous toute réserve, des soldats russes qui sont morts. La Russie n'a pas voulu le déclarer d'après les informations russes, mais que 2 jours après, l'aviation russe a attaqué un quartier général de militaires occidentaux. Et parmi les morts, il y aurait eu des Américains, des Israéliens, des Saoudiens, des Turcs et des Qataris. Bon, c'est peut-être à partir de là où tout part dans tous les sens, sous toute réserve, bien sûr. Petite déclaration de Bachar el-Assad qui dit nous allons renvoyer les terroristes à Erdogan qui nous les a envoyés par milliers. Oui, ben c'est clair. Ils n'ont pas d'autre choix. Hein. C'est clair que là, on est dans un quelque chose qui a dégénéré. Et que plus maintenant personne ne maîtrise. Hein. C'est un peu comme la fission d'un atome. C'est-à-dire que au départ, il y a quelques protestataires syriens qui protestent dans le cadre des révolutions arabes contre leurs dirigeants. Ces protestataires sont réprimés, sont infiltrés par tout un tas d'agents intérieurs islamistes, extérieurs. Tarek en a décrit quelques-uns. On peut pas non plus absoudre les Saoudiens, les Qataris et tous ceux qui ont intérêt à déstabiliser pour leur propre compte le régime syrien, eux-mêmes étant d'ailleurs éventuellement mercenaires d'autres puissances. Et puis les choses s'enveniment, les forces sont relativement équilibrées. Les Russes comprennent que si ils ne font rien, ça va être un enchaînement sur tous les pays alentours. Les Russes font preuve d'une maîtrise absolument extraordinaire. Eux, ils jouent pas au poker, ils jouent aux échecs. Hein. Et donc, ils envoient leurs troupes, ils reprennent la situation en main. Les Américains, pendant un moment, manquent de réactivité. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où les Russes sont en passe de rétablir Bachar dans ses frontières et les Américains n'y tiennent pas du tout. Et donc ça peut aller effectivement extrêmement loin. Surtout que la France elle-même joue un rôle tout à fait étrange. On se souvient tous de Al-Nosra fait du bon boulot. Et alors l'épisode Poutine-Hollande c'était magnifique. Clôturer le tout là. Hein. C'était magnifique. C'est-à-dire que c'est vraiment une semaine pathétique pour la présidence française. On peut parler d'humiliation quand même pour la France. Ça fait 2 humiliations parce que il y avait eu quelques jours avant la demande pathétique de Jean-Marc Ayrault à avoir accès au dossier pour pouvoir poser une résolution. C'est-à-dire que il était tellement pas dans les négociations qu'il a juste demandé qu'on lui donne un compte rendu, quoi. Non, c'est vraiment la position de la France est illisible, incompréhensible. La diplomatie française est indigente depuis l'arrivée de François Hollande au pouvoir. Je suis désolé de le constater. On fait une petite place à Sofiane qui est avec nous. Bonsoir Sofiane. Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir Monsieur Hamon, bonsoir Tarek, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, je voulais juste rectifier pour les Russes. Ils parlent de la troisième guerre mondiale depuis un bon bout de temps. Hein, le président Poutine, il avait parlé comme quoi qu'en Occident, il était un peu étonné qu'on n'en parle pas du tout et que les gens, ils étaient vraiment inconscients à quel point on était très proche de la guerre. Et là, dans les dernières, depuis cette matinée, ils ont rappelé toutes les familles des différents diplomates russes à travers le monde. Hein. Ça, c'est une information confirmée par l'agence Sputnik ou bien dans d'autres médias aussi. Hein. Pour vous dire à quel point il y a des négociations ce week-end à Lausanne entre Américains et entre Lavrov et Kerry. Et voilà. Et après, maintenant, on sait comment l'accord il a été torpillé par le Pentagone américain avec l'accord entre Kerry et Lavrov au mois de septembre. Et ils ont bombardé à Deir ez-Zor pour faire échouer. Et en vérité, la politique américaine consistait à garder un statu quo et que les 3 batailles, que ce soit de Halab, de Raqqa ou à Mossoul en Irak, doivent rester pour la nouvelle administration dirigée par les néoconservateurs qui sont derrière Hillary Clinton. Il faut savoir que tous les néoconservateurs américains qui étaient derrière Bush après l'attentat du 11 septembre 2001 sont aujourd'hui en train de défendre Hillary Clinton. Pour ne pas citer, il y a Paul Wolfowitz, Richard Pearl, tous les gens qui étaient l'administration, les John Allen et les David Petraeus comme des généraux, les anciens de la CIA ou de la lutte antiterrorisme qui sont derrière beaucoup de Daesh et de l'émanation de ces groupuscules. Et vous avez dernièrement John McCain. Tout le monde reconnaît John McCain, son implication dans la guerre en Libye, son implication avec les terroristes qui étaient en Syrie à la frontière syro-turque. Vous avez John McCain, Mitt Romney,
tous les gens républicains qui étaient pour la guerre en 2003 et qui sont pour la guerre en Syrie et à l'élargissement de cette guerre sont aujourd'hui en train de soutenir Hillary Clinton. Et voilà, je voulais juste rappeler cette petite information, comme quoi que vraiment on est à la limite. Ça peut être une négociation pour un processus général, mais ça peut aller vers la guerre. Et vous avez, comme vous avez remarqué hier, la position d'Alain Juppé, qui est une position en vérité néoconservatrice. Pour la paix sociale ici en France, il nous faut un Alain Juppé, mais pour la politique extérieure, c'est une continuité de ce qu'on a vu avec Sarkozy. Il nous faudrait Fillon pour la politique étrangère et Juppé pour le social. Sauf que Monsieur Juppé, quand on voit comment il est surmédiatisé, il est protégé par les médias, et on sait comment. Quand vous voyez dans différents commentaires, que ce soit dans les différents journaux qui laissent un peu des commentaires, vous trouvez pas beaucoup de sympathisants à Juppé. Sauf que dans les médias, il sort toujours présent. Hein. Dites-moi, Sofiane, oui. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Imaginez qu'on est américain. Est-ce qu'il faut voter Trump? Moi, Français ici, je voterai Trump. Parce que Trump, pour la politique intérieure, c'est une catastrophe pour les États-Unis. Politique extérieure, il est pour un isolationnisme américain. C'est-à-dire, il n'est pas pour la confrontation, c'est un businessman. Il a fait tout son argent avec la construction des tours au Moyen-Orient. Hein. Il a fait son argent dans les pays musulmans. Mais alors pourquoi est-ce qu'il est si islamophobe dans ses propos? Si islamophobe, après pour attirer vous savez, entre le discours et l'acte, il y a un monde. Hein. Après, c'est ce qu'on nous raconte à la télé. Moi, j'ai vécu, par exemple, j'ai suivi la dernière confrontation entre Trump et Hillary Clinton. C'est sidérant quand on voit les analystes. Si vous regardez après les analystes, Clinton, elle a balayé Trump, alors qu'en vérité, Trump l'a bousillé et l'a menacé. Je rappelle juste une petite phrase où elle a dit, si vous étiez présent, vous allez chasser tous les musulmans. Il a dit, je commencerai par vous à vous mettre en prison. Ça, c'est déjà pour vous dire à quel point le degré, degré d'agressivité de Trump. Après, moi, personnellement, ici en France, c'est une catastrophe au niveau de la diplomatie. Les intérêts français, merci Sofiane. On est obligé d'y aller. J'ai la pub. Merci à vous, en tout cas, Sofiane, pour votre rectification. Dans un instant, on accueille Kamel qui est avec nous aussi au téléphone, puisque les auditeurs peuvent aussi intervenir avant de retrouver notre invité et les avis tranchés de Tarek et de Monsieur Hamou Bouakaz. Le grand forum sur France Maghreb de merci d'être avec nous avant d'accueillir Kamel Dafri. Dans un instant, notre invité pour parler de ce festival Ville des musiques du monde, avant de retrouver avis tranché, point de vue de nos camarades Tarek Mami et Hamou Bouakaz. On va accueillir Kamel qui est avec nous. Bonsoir Kamel. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir aux auditeurs, auditrices, bonsoir à Tarek, bonsoir à Hamou. Écoute, moi je réagis tout simplement parce qu'après cette revue de presse, et effectivement ce sentiment finalement qui nous empare, ce sentiment d'impuissance. C'est un véritable sentiment d'impuissance là où nous nous trouvons les uns et les autres, c'est-à-dire dans ce pays. Pourquoi arrive-t-on à être inaudible? Et de ce fait, moi, j'interpelle un peu tous ceux et toutes celles qui nous écoutent pour justement veiller à suivre ce chemin qu'est celui de l'unité, celui à devoir réagir. Et quand j'entends les uns et les autres nous appelant ou à être à gauche, ou à être à droite, etc., ou à voter Juppé pour certains, etc., je trouve que là encore, on est pris pour les idiots utiles de l'histoire. Et je crois que c'est pas notre intérêt, à nous, musulmans, de culture ou de confession, d'aller au devant de ça. Je le dis avec un grand regret dans ma voix. Kamel. Et pour ça, oui, pardon. Je peux te poser une question, Tarek. Absolument, Tarek, absolument. Aujourd'hui, dans les panels des 7 personnes à droite, des 10 personnes à gauche et de ceux qui sortiront de la liste officielle des candidats, faudra bien en choisir un au premier tour. Et un au deuxième tour. J'ai pas vu de Kamel, j'ai pas vu de Hamou, j'ai pas vu de Tarek, j'ai pas vu de Mohamed. Et toute la problématique est là. Donc, dans l'émission de France 2, un jeune rappeur a dit à Juppé, il dit, cher monsieur, vous êtes le moins pire de ceux qui sont sur le plateau. En clair, et la journaliste rebondit et dit, monsieur Juppé passe des meilleurs d'entre eux au moins pire d'entre eux. Il faut bien faire un choix un jour. D'ailleurs, François Hollande est sur cette stratégie, hein. Il est sur la stratégie, élisez-moi parce que je suis le meilleur des moins bons. Oui, alors justement, moi j'ai souvenir, mon cher Hamou, puisque tu prends la parole, que tu intervenais il y a 1 ou 2 semaines, justement, en parlant de Juppé, et si je ne me trompe pas, tu embrassais le fait et l'idée
l'idée de voter pour ce monsieur. Moi, je crois au contraire qu'aujourd'hui, ce n'est pas notre intérêt. Notre on intérêt, vote qui, alors me semble-t-il... On est en libre antenne. On vote pour qui alors aujourd'hui, soit dans la primaire, soit dans la primaire de droite, soit dans la primaire de gauche, soit au premier tour de présidentiel. On vote pour qui? Mais on est en libre antenne, donc chacun est libre de son avis. Absolument, chacun est libre. Et là, c'est bien pour ça que moi, j'interviens en tant qu'auditeur. Et j'interviens. Mais la clairvoyance de Sofiane ou de Slimane, je ne sais plus très bien l'auditeur qui était... C'est Sofiane, hein. Je le salue au passage. Cette clairvoyance à dire, moi, je ne voterai pas parce que il y a nul intérêt. Je crois qu'il faut aussi, à un moment, savoir poser des choses. Vous le faites très bien au travers de la radio, au travers de tous les sujets que vous abordez. Je crois que ça, c'est nécessaire. Et je crois qu'à un moment... On choisit qui? On vote pour qui? Tournons pas autour du pot. Parce que c'est on vote pour qui? On voterait pour qui? Moi, je crois aujourd'hui, mon cher Tarek... Oui. Mon cher Tarek, je le dis avec une grande sincérité. Je crois qu'aujourd'hui, nous, les musulmans, dans la condition de musulmans dans laquelle nous sommes, je crois qu'aujourd'hui, nous devons avant tout nous organiser. Voter pour qui? On est dimanche matin. Kamal, on est dimanche matin. On vote pour qui? Moi, je crois qu'il ne faut pas voter. Il ne faut pas voter. Alors, je te le dis. Mais derrière, dire ne pas voter, ça peut sembler être une certaine forme d'abandon, de lâcheté. Et ce n'est pas du tout le cas. Je crois que nous avons tout intérêt. Moi, je ne crois pas qu'on puisse être un bon citoyen sans voter, quitte à voter blanc. Mais on ne peut pas on peut voter blanc, oui, effectivement. Voilà. Bon, on peut voter blanc, oui, tout à fait. Le vote blanc, d'ailleurs, il existe un parti du vote blanc et on peut aller sur Internet les voir. Moi, je suis en contact avec ces gens-là. C'est bien d'impulser, effectivement, cette démocratie, cette réelle démocratie, comme ils le disent. Je crois qu'aujourd'hui, notre intérêt, et c'est là, justement, mon cher Tarek, que j'interpelle un peu tous ceux qui nous écoutent, je crois que notre intérêt, c'est se poser un moment, de nous regarder et de dire qu'est-ce que nous voulons aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons demain et comment voulons-nous être considérés Merci, demain. Je pense que ça, on le fera après les élections présidentielles. Merci, pas Kamel. À 3 mois des élections présidentielles, cher Kamel. Bon, moi, en tout cas, c'est mon sens. Comme je suis pas très intelligent, moi, je prends les problèmes les uns après les autres. Voilà. Alors, il y a deux personnes dont je ne veux absolument pas, à ce stade, hein. C'est Nicolas Sarkozy et François Hollande. Il y a une troisième personne. C'est Abou qui le dit, hein. Il y a une troisième personne dont je ne veux pas, même si dans les quartiers elle commence à faire une percée parce que tout le monde me dit, mais tu nous enquiquines après tout, levons cette hypothèque, essayons-la, pourquoi pas? Elle a l'air presque plus à gauche que Sarkozy. Donc qu'est-ce que tu nous embêtes après tout? Elle va pas nous faire plus mal. Elle va pas nous faire plus mal qu'on nous a déjà fait. Donc je pense à Marine Le Pen. Donc moi, a priori, comme je suis prudent, je n'en veux pas. Non mais j'entends ça partout, Tarek. J'entends des milliers des dizaines de gens qui me disent on va voter pour elle. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Quand tu dis ça partout, tu dis de la communauté, là où je vais. Des Maghrébins. Oui, bien sûr. Oui, moi aussi. Et des Noirs et des handicapés. Et bon. Et donc moi, je suis prudent. Il y a des rétrovirus avec lesquels j'aimerais plutôt ne pas m'amuser. Donc celle-là, par exemple, bon, je préfère la voir là où elle est qu'à l'Élysée. Bon, oui, mais donc j'élimine. Amou, justement, hier, on va en parler dans un instant, juste après notre invité et Abdel qui souhaite poser une question à Tarek. Oui. Mais le grand gagnant d'hier soir, pour moi, ce n'est ni Juppé, ni Sarkozy, ni qui que ce soit. C'est Marine hier. Bah, je sais pas, moi c'est peut-être le PS parce qu'ils ont été tellement droitiers qu'ils ont presque, ils ont plus rien à gagner. Ils ont presque remis la gauche. Non, je pense que tu vois, par exemple, parce qu'on a été très loin quand même dans les propositions. Je pense que si Emmanuel Macron, par exemple, trouve une fenêtre de tir, homme de gauche, je pense qu'il peut essayer de décoincer le système. Moi, je suis un peu rêveur, je dois avouer. Ouais, un peu alors. Abdel, pour une question à Tarek, très vite. Bonsoir Abdel. Oui, et bonsoir puis, à votre avis aussi, je vais essayer d'être clair. Monsieur Tarek, on sait que la Russie a une base russe très importante, une des plus importantes bases russes navales dans la Méditerranée. Oui, à Tartous en Syrie, à Tartous. Qui a été négocié avec sa famille, avec le père et etc. Et alors comment expliquez-vous que la France vient avec les Américains pour déloger Assad en ne prenant pas compte les accords qui ont été tenus sur cette base, en sachant bien que la France et les États-Unis voulaient déloger Assad pour mettre un homme de paille, on le sait très bien, et à partir de ce moment-là, on s'imagine que cette base, elle serait partie en lambeaux à fur et à mesure. Comment se fait-il que la France est venue sans prendre en compte cette base russe, et je dirais que ça aurait été une base française, la France aurait réagi comme la Russie. Abdel, encore une fois, pour qui la France s'est pris en fait? Abdel, je pense que là où vous avez raison, c'est que ça paraît complètement invraisemblable, et pourtant c'est la réalité. C'est-à-dire que la diplomatie française a considéré que la Russie n'était plus en capacité d'intervenir en Syrie,
et qu'il y a eu une sorte d'intoxication de nos chancelleries. Et quand Poutine a finalement pris la décision de sortir la France du bourbier, par ailleurs, parce que la première intervention de Poutine dans le conflit, souvenez-vous, c'est en 2013. En 2013, Hollande dit on va intervenir en Syrie contre Assad parce qu'il a utilisé les gaz. Exact. Les Russes lui sauvent la mise en trouvant un accord, en disant écoutez, nous on va être intermédiaire et on s'arrange pour que le gaz soit démantelé sous supervision internationale et il n'y a plus de gaz et comme ça vous restez tranquille. À partir de ce moment-là, les Français ont été complètement décrochés de toute crédibilité en Syrie et Poutine est arrivé comme le seul réaliste, le seul qui a une vraie politique cohérente. On l'aime ou on l'aime pas, mais Poutine ne joue pas au poker, il joue aux échecs. Je complète, si vous permettez, ce que la France s'est trompée d'époque. La France, d'abord, elle n'existe plus depuis 1956, et l'opération du canal du Suez, où les Russes déjà et les Américains lui ont demandé à elle et à la Grande-Bretagne et Israël de dégager, c'est l'expression. Ils lui ont fait le coup de Sarkozy à Copé. Voilà, sinon on va vous dégager. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le dernier gouvernement indépendant français en matière de politique étrangère, ça a été Chirac de Villepin sur la guerre. Oui, c'était pas en 56, c'était en 2003. Hein. Non mais ça je termine par une phrase. Partie de leur diplomatie. Voilà. Ils n'ont pas pesé, mais ils ont pesé pour l'histoire. Quand vous voulez comprendre qu'est-ce que c'est qu'une politique étrangère, lisez les mémoires de De Gaulle en tapant juste indépendance et vous allez trouver que la France, après 56, n'ayant plus les moyens d'être l'empire qu'elle a été, elle doit se mettre au milieu pour parler aux uns et aux autres et avoir une position indépendante. Et à partir du moment où monsieur, je vous en prie. La France, elle a vraiment cru que M. Poutine allait laisser cette oui, absolument. en danger. Oui, non, mais elle éliminer comme ça. Non, parce qu'elle pensait que Poutine, la Russie, ne pèse plus rien. Et elle pense, dans une vision américaine, donc anglo-saxonne de la Grande-Bretagne, que le Moyen-Orient est une propriété de l'Occident. C'est la propriété. Et donc, elle pense que la Russie est trop affaiblie sur le plan intérieur. La Russie a pas mal de problèmes avec ses minorités. Alors il y a des problèmes économiques, donc elle se dit et on pense peut-être même pouvoir faire alliance avec les Russes pour des arrangements ultérieurs. Non, mais deux éléments à rajouter en termes d'information. Vous savez que depuis fin 2014-2015, le premier PIB du monde, ce n'est plus les États-Unis, c'est la Chine. Or, la Chine, en 3 mois, elle a pris 2 décisions, mine de rien, sans rentrer de la guerre syrienne. La première, c'est qu'elle a proposé de former les médecins de guerre syriens pour qu'ils agissent du côté de l'armée syrienne très vite. Et la deuxième, elle vient d'envoyer 2 bateaux qui se promènent en face de la Syrie. La troisième, aujourd'hui, il y a un axe caché dont la presse occidentale ne veut pas parler, c'est l'axe Russie, Chine, Iran, qui déjà ont commencé à commercer entre eux par d'autres argents que le dollar. Et aujourd'hui, nous sommes dans une période, je la comparerai à l'expulsion des Arabes de l'Espagne dans 1492. Nous sommes dans un moment de bascule historique où les rapports de force ne sont pas les mêmes. Et donc, les Américains, eux, sont obligés d'essayer de rester comme empire. Et la France, par M. Sarkozy et M. Hollande, surtout M. Sarkozy, en réintégrant la direction de l'OTAN, s'est mis comme le caniche Blair à l'époque, et en clair, en français, on dit qui paye commande, et le chef aujourd'hui c'est l'Amérique, et la France n'a plus de politique étrangère, en tout cas pas telle qu'on aurait voulu, nous, les franco-maghrébins, l'avoir, c'est-à-dire indépendante de tous les blocs pour s'imposer. Merci Abdel pour votre question, votre interrogation, on passe à notre invité. France Maghreb 2, l'invité de la rédaction. Monsieur Kamel Dafri, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur France Maghreb 2 et chaque année on est amené à se revoir pour une nouvelle édition de ce grand festival maintenant, Ville des musiques du monde, qui va démarrer, je crois, ce soir, on peut le dire. C'est la 17e édition. Kamel, quelle est la particularité de cette 17e édition ? Alors cette année, nous sommes sur une thématique portuaire. Ce sont les musiques portuaires qui sont mises à l'honneur. Parce que nos villes, comme les ports, sont des lieux de brassage d'humanité et de culture, et que tous les ans, la thématique du festival, elle rappelle que notre port d'attache, c'est la Seine-Saint-Denis depuis bientôt 20 ans, et que comme dans les villes, les ports ont vu débarquer des hommes, des chants, des instruments, des musiques, qui sont venus d'ailleurs et qui sont tous porteurs d'histoire, de mémoire.
qu'on a envie de mettre à l'honneur. Alors c'est pour ça que cette année, le voyage qu'on propose musical, il nous emmène à Lisbonne, à Buenos Aires, en passant par le Pirée, à Athènes, et tous les endroits où il existe une humanité portuaire qui génère une musique un peu particulière, une musique de l'âme. Nous, on l'identifie bien dans des lieux un peu qu'on appelle les entre-deux géographiques. Aujourd'hui, nos villes sont les nouveaux quais, ce sont les docks. Aujourd'hui, ce sont plus dans les ports, parce que les ports sont devenus des lieux complètement industrialisés. Aujourd'hui, les ports d'Afrique sont tous sous la houlette de Bolloré, par exemple, et toute cette magie musicale qui a pu naître dans ces entre-deux géographiques que sont les ports, on retrouve peut-être cette magie-là dans des espaces sur nos paliers d'immeubles. Et ce sont là les endroits où il y a une effervescence. Ce sont des lieux où s'épanouissent des musiques charnières, qui sont à la lisière de sons de l'urbain, du rural, du profane, du sacré, de l'Orient, de l'Occident. Et c'est un peu ce témoignage-là qu'on voulait donner avec cette nouvelle édition. Alors, dans quel endroit ça va se passer en particulier, ces différents spectacles, ces différentes rencontres musicales? Alors, c'est de Seine-Saint-Denis, donc beaucoup de villes de la Seine-Saint-Denis, jusqu'à Paris intramuros, en passant par Limours, la nouvelle ville où là on va faire escale cette année dans le 91, mais aussi dans les Hauts-de-Seine, à Gennevilliers, dans une salle qui s'appelle le Tamanoir. Très bien, alors je suppose qu'on peut retrouver le programme complet sur les réseaux sociaux, sur un site en particulier? Oui, sur le site du festival Ville des musiques du monde, avec l'infoline 01 48 36 34 02. Oui, vous avez accès à toutes les informations. Il y a aussi des happenings, des choses qui sont pas forcément programmées, qui sont dans le programme et que les gens peuvent découvrir sur le site directement. Je pense notamment à une rencontre un peu particulière qu'on va mettre en place dans un café à Paris qui s'appelle le Pitch Me, où là il y a une rencontre d'auteurs un peu voyageurs. Ça va de Majid Cherfi en passant par des artistes comme Cathy Bébé, tous des gens qui sont attachés à l'Afrique, à leur appartenance républicaine, à une France bien plurielle. Et voilà, donc mais qui se rassemblent pour une journée, pour une soirée un peu où ils vont lire des textes en musique et puis avec des invités surprises pour la partie musicale, un peu dans l'ambiance des maquis qu'on peut trouver en Afrique de l'Ouest. Alors j'ai vu dans le programme un certain Chir Sidi Bemol que tout le monde connaît. Ah oui, notre ami Chir Sidi Bemol, qui sera à l'honneur le 29 octobre prochain avec Ali Amran pour une belle soirée. Et Sidi Bemol, il avait revisité ses musiques de marins il y a quelques années, et là en plus il nous offre la possibilité d'exposer aussi ses œuvres en tant que dessinateur, parce qu'il a plusieurs vies, donc qui aussi il a des multiples pseudonymes aussi, donc c'est un peu toutes ces facettes-là qu'on voulait aussi présenter ce soir-là, le 29 octobre prochain, à Aubervilliers, à l'Embarcadère. À l'Embarcadère, notez bien cette date parce qu'elle est importante. Donc Ali Amran et Chir Sidi Bemol à l'Embarcadère le 29 octobre prochain. Et vous pouvez donc retrouver le programme complet de cette 17e édition de ce festival Ville des musiques du monde qui va se dérouler donc jusqu'à quelle date? Jusqu'au 12 novembre. 12 novembre. Et ça démarre bien ce soir, hein, c'est ça, Kamel? Ça démarre bien ce soir, absolument. Et c'est où la première soirée? Alors là, c'est toute la journée aujourd'hui. C'est une journée un peu particulière, propre au foyer d'Aubervilliers, parce que c'est la ville de naissance du festival. On a fait une rencontre avec des enfants, des classes d'enfants qui ont rencontré des jeunes qui font de la musique, qui sont arrivés, qui viennent qui ont débarqué hier soir du Brésil, du port de Santos, qui est à côté d'une favela. Ils sont tous issus d'une favela, ils sont tous musiciens. Et voilà, donc ils passent la journée avec à faire des rencontres. À côté de ça, on organise un débat sur la question des droits culturels et de l'action culturelle en parallèle. De quoi on organise aussi une soirée un peu propre à la ville d'Aubervilliers et à son centre-ville, avec quelques musiciens que tout le monde pourra retrouver demain soir sur scène, avec donc la Squadra de Gênes, la grande Batucada, Bande d'Aquero dont je viens de parler. Mais il y aura aussi demain la croisière musicale qui part de Paris
jusqu'à Aubervilliers, jusqu'au port d'Aubervilliers, et qui embarque les gens comme ça en musique. Et pour le final, un embarcadère, toujours cette même salle qui porte bien son nom, qui a un nom bien raccord avec notre thématique. Et c'est le lancement, je dirais, officiel. Le lancement officiel a vraiment lieu demain. Et pour les Alterquivériens, pour les gens d'Aubert, je les invite fortement à venir nous rejoindre ce soir. Eh bien, ça marche. Merci beaucoup, Kamel. Je rappelle, vous êtes le directeur de ce festival Ville des musiques du monde, 17e édition. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là avant que ça commence pour cette nouvelle édition? D'arriver à bon port, j'espère. Bien joué. On vous l'espère. En tout cas, on a confiance en vous. Merci beaucoup, Kamel. À bientôt. Merci, Christophe. À très bientôt. Merci. Voilà, une belle brochette d'artistes, évidemment, qui vont se produire à l'occasion de ce festival qui... Oui, Tarek. Je regarde ce qu'on appelle aujourd'hui, d'ailleurs dans le monde des médias, on appelle ça les télévisions d'information continue. Il y en a 2, parce que les autres sont pas toujours dans la course. Il y en a 3 maintenant. Il y en a 4. Il y en a 5. Ah ouais? Quoi 5? C'est où la 5e? À France 24. Non, mais 4. ITélé, BFM TV. Oui, LCI. France Info, la nouvelle. Ah oui, France 24. Oui. France 24, d'ailleurs, c'est quoi en fait? France 24, pas compris comment ça marche. C'est un petit peu l'équivalent de RFI. Ouais. Ah ouais. En télévision. Ah ouais, d'accord. En langue française, arabe et anglaise. Voilà. Non. Et en langue de bois aussi. Il y a du bois, il y a du fer, c'est assez, comment dire, c'est assez varié. Elle est sur la TNT, France 24? Oui. Je devrais pas dire ça parce que peut-être un jour ils vont interviewer. Elle est sur la TNT, sur la fréquence 31 ou 32. Ah, c'est pour ça que personne ne la regarde. Voilà. Et elle est surtout, c'est elle qui diffuse la totalité de 22h ou de minuit jusqu'à 6h du matin sur la fréquence de France Info, la nouvelle. C'est la totalité du programme. Un arrangement pour revenir à ces 2 télévisions d'information continue, donc j'inclus pas LCI et les autres, on n'entend jamais parler de ces genres d'initiatives, cette musique de banlieue, je sais pas quoi là. C'est pas vendeur, Tarek. Ouais. Hein? C'est pas vendeur. Eh ben voilà, donc c'est pas la France, c'est pas la culture, donc ces télés sont faites pour ceux qui sont entre eux, comme disait Chirac, ou entre nous, pour faire ce qu'ils ont à faire. Et donc c'est pas la France. Moi je suis pas d'accord avec vous, Tarek. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Allez-y. Si effectivement on nous proposait une certaine diversité d'informations et que l'audience était au rendez-vous, peut-être qu'ils s'y mettraient. Maintenant, ce que recherchent les Français, on le voit, c'est le populisme, c'est de l'information pour faire vendre du papier. C'est quoi? C'est les dernières confessions de Hollande ou de Valérie Trierweiler avec ses SMS, non, Sarkozy et Carla Bruni. Non, mais ça marche. Regardez Cyril Hanouna, il fait 35 heures là pendant 35 heures, 8 millions de téléspectateurs, record pour C8. Oui, mais en plus quand vous mettez que ça, vous savez, c'est la fameuse phrase de monsieur Lélé, l'ancien patron de TF1, qui disait moi je travaille pour laisser la du temps de cerveau disponible. La mémoire ou l'esprit disponible pour acheter Coca-Cola. Donc si tu lui mets que ça, au bout de 5 ans, de 7 ans, les gens pour eux l'information c'est ça. Et vous avez Tadi, il faisait combien d'audience? Il faisait Tadi avec son émission. Oui. C'était une très bonne émission qui n'existe plus d'ailleurs. Oui. Elle faisait combien d'audience? À peine 600 000 téléspectateurs. Bah écoute, moi je pense que la télévision publique, mais la mission du service public. Donc, non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au-delà de ça, une chaîne privée ne prendra pas le risque de mettre de la culture puisque ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas. C'est ça que vous comprenez pas. Ça ne marche pas parce que on a décidé que ça ne marchait pas. Je vais te donner un exemple. Regarde, on parle assez peu de ça, mais tout le monde avait dit la Philharmonie de Paris, ça marchera pas, ça sera vide, c'est en lisière de Paris, les gens n'aiment pas la musique classique. C'est blindé. Tous les concerts sont pleins. Mais c'est à bas bruit, personne n'en parle. Mais je veux dire qu'il y a une vraie attente de la population. Chaque fois que dans les municipalités communistes, on a ouvert des écoles de musique, qu'on a essayé d'amener la culture aux gens, mais les écoles de musique, elles étaient pleines. Ce que fait Zaya Ziwani avec son orchestre, ce que fait Demos pour essayer d'apprendre la musique aux gens de banlieue. Les gens, ils sont demandeurs. Simplement, ces démarches-là, ça s'accompagne. Si tu déverses du média sans pédagogie, évidemment, les gens, ils iront au plus facile. Ouais, là, si tu prends 2 boîtes de conserve, tu vas aller absolument rien à voir. Tu vas aller ouvrir celle qui s'ouvre avec un clapet, pas celle qui s'ouvre avec un ouvre-boîte. Bah TF1, ça s'ouvre avec un clapet, t'as qu'à bouffer quoi. Donc tu vois, c'est. Donc vous êtes patron de TF1, vous mettez de la culture à 20h50. Je tente le coup. Je tente le coup. Je fais des mixtes. Et peut-être pas quand je suis patron de TF1, mais quand je suis patron des autres télévisions de TF1, et surtout que quand je suis patron d'une télévision d'information continue, dans l'obligation dans les cahiers de charges et la diversification au maximum des programmes proposés, y compris culturels.
Or, ce cahier de charge n'est pas respecté. En plus, Christophe, tu dis les audiences, tout ça, mais en fait, aujourd'hui, les gens regardent plus du tout la télévision de la même façon. Tout le monde regarde, hein, les patrons de télé regardent que les audiences. Oui, les annonceurs regardent que les audiences. Oui, mais regarde, je pense que c'est complètement faussé. Maintenant, les mesures, t'as pratiquement plus personne qui regarde la télé à l'heure. Moi, par exemple, je regarde extrêmement rarement la télé, mais le peu que je regarde, c'est tout le temps en podcast. Moi, par exemple, la radio, je suis abonné à, je sais pas, 100 podcasts, et je ne regarde jamais aux heures de diffusion. Donc en fait, il y a une nouvelle façon de consommer la télé. Donc effectivement, il me semble qu'il faut offrir aux gens une palette de programmes, sauf si on a décidé de parier sur la bêtise. Et peut-être que finalement, Mais je la dénonce tout comme toi, moi. Non, mais j'ai bien compris. C'est pour ça que tu es sur France Maghreb 2. Il faut se mettre devant des réalités. Aujourd'hui, quand on est patron de chaîne, effectivement, il y a une certaine bêtise qui marche et qui rapporte l'audience. Surtout que vous avez ces chaînes depuis l'arrivée de la TNT, Tarek. Donc c'est beaucoup plus de concurrence. Ça a fait beaucoup de mal d'ailleurs à TF1, M6, cette arrivée de la TNT. Oui. Et aujourd'hui, ils sont obligés de se conforter dans la connerie. Il faut le dire clairement. Et pour aller dans votre raisonnement, cher Christophe, donc c'est pour ça aussi que Zemmour continue sur RTL, première radio de France. Exactement. Il continue bien. En plus que Yves Calvi se soit fait le porte-parole. L'a repris de voler violemment. Voilà. Oui, mais il continue d'être là. Mais si tu veux, je pense comme que là, Morandini qui est mis en examen et qui va aller sur iTélé à partir de lundi prochain. Je pense que là, si tu veux, nous avons une responsabilité, nous auditeurs. Ouais, voilà, nous avons une responsabilité. Ça, c'est clair. Nous avons une responsabilité, et je pense que je veux pas rejoindre Kamel, mais parce que je pense qu'il rêve debout. Mais qu'est-ce que ce serait bien si à un moment donné, les gens étaient conscients de leur force, quoi. Un bulletin de vote, le fait de regarder une émission, le fait de ne pas la regarder, ça donne de la force. Seulement les gens sont tellement préoccupés par leur propre vie. Et en fait, c'est ce que je disais dans une assemblée il y a pas longtemps. J'étais invité par une association qui s'occupe de faire grandir un peu les jeunes dans leur tête et d'en faire des leaders. Je leur disais, mais un leader, c'est celui qui s'autorise à l'être. Et je demande, moi, aux auditeurs de France Maghreb 2, de s'autoriser à être des leaders d'opinion. Ce sont des leaders d'opinion. Et ils ont le droit à ce que les médias soient à la hauteur de ce qu'ils demandent. Et bien sûr, soyez que les auditeurs ne soient pas exempts de sectarisme, et qu'ils autorisent les opinions diverses à s'exprimer. Mais là, dans le cas de Zemmour, je demande pas, moi, qu'il ne s'exprime plus. Je demande qu'il s'exprime à une place qui soit plus juste par rapport au spectre des opinions. Et en face de quelqu'un qui fait le job, et pas qui lui tend le micro 3 minutes, allez-y, racontez ce que Oui, mais je pense que les autres jours, il y a d'autres éditorialistes qui font le job. Dire. Non, mais Zemmour, il a le même. Zemmour, il a le même problème que Finkielkraut et que moi. Ah, que vous. Oui, mais bien sûr. Pourquoi? Que cherche Zemmour, en fait? Zemmour cherche à toute force à être reconnu comme français. Il est prêt à tout pour guetter un signe de la France comme quoi il est des siens. Et il va de plus en plus loin dans l'absurdité. De plus en plus loin. Alors que c'est un berbère, comme moi. C'est un berbère. Bon, seulement. Finkielkraut, il a le même syndrome. Il est juif d'Europe centrale, et à tous les jours, Finkielkraut, il ne le dit pas, mais tous les jours, il a des preuves que la France ne le reconnaît pas comme un Français. Tous les jours. Et donc, voilà, moi, je me souhaite euthanasiez-moi si je deviens Zemmour ou Finkielkraut. Dans un instant, un mot, Tarek, vos points de vue, avis tranchés, et aussi le débat. Évidemment, on va en parler, on va le débriefer, ce débat. 5,6 millions de téléspectateurs. Quand même pas mal, hein, pour l'audience. 5,6 millions. Vous parlez de l'audience du débat d'hier soir. On s'est fait suer, on était vachement. Moi, non, c'est très bien. Je savais que je venais aujourd'hui, c'est pour ça que je suis resté. Hein. Non, mais. Le grand forum sur France Maghreb 2, avant de parler en long, en large de ce débat qui a eu lieu donc hier, donc bonne audience, on le rappelle, hein, 5,6 millions de téléspectateurs. À peu près ce qu'a fait Juppé. Dans l'émission politique qu'il avait fait ça. Non, 2,3 millions. Ah non, j'ai les chiffres. 2 millions. Ah oui, 2 millions 1. Pardon, 2 millions 6 pour Juppé, 2 millions 3 pour Sarko. Exact. Ah, Sarkozy, battu par Juppé. Ah oui, pour l'audience, 2 millions 6. Ouais, tout à fait. Et 5,6. 2 cabines téléphoniques. Oh non, mais Copé, catastrophe. Bon, allez tout de suite, les avis tranchés. 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Allez, on va commencer par Tarek pour l'avis tranché, son point de vue.
Merci. Alors avec un auditeur fidèle qui pose toujours la question qui fâche, parce qu'il pense qu'ici à France Maghreb 2, on ne répond pas aux questions. Alors vous avez longuement parlé de vote de l'UNESCO sur le mont du Temple et de Jérusalem. Est-ce que vous pouvez confirmer à l'antenne que le peuple juif n'a aucun droit sur le mur de lamentation, ni à Hébron? Faut commencer d'abord par écouter ce qu'on dit. Et après, on pose les questions, cher Dani, puisque c'est de vous qu'il s'agit. Non, mais on a même dit qu'Omar ibn Khattab, quand il est arrivé, les chrétiens lui ont proposé de détruire donc ce mur de lamentation, et qu'il a refusé en disant l'église, elle reste pour les chrétiens, le mur, il reste pour les juifs, et on va construire quelque chose de nouveau. Donc mieux vaut écouter avant de poser les questions. La question est très bien posée, cette fois très polie, parce que d'habitude c'est t'as rien compris à l'histoire, mais donc moi je vous renvoie, cher Dani, à écouter ce qui a été dit, se rediffusé ce soir. Oui. Donc vous allez même capturer la phrase où on parle de Omar, donc Ibn Khattab, qui dit on ne touche pas au mur de lamentation. Ceci dit, de murs, on va sauter à d'autres murs. Je souhaite vous parler, cher Christophe, chers auditrices, chers auditeurs, cher Hamou, de ce qu'on appelle désormais les jardins d'Orion des châteaux royaux d'Amboise, pour ne pas dire pour ne pas citer directement l'émir Abdelkader et le cimetière musulman qui y est. Alors, ce château d'Amboise a une histoire extraordinaire. C'est une forteresse qui va donc à la fin devenir un château. Elle est la propriété des seigneurs dans le haut Moyen-Âge, donc de cette région d'Amboise, et l'État français va avoir une histoire extraordinaire avec ce château, puisqu'il le confisque une première fois en 1434 pour faire des grands travaux pour qu'il devienne une des demeures royales, notamment pour le roi Charles VIII à la fin du XVe, et puis Louis XII, et puis François Ier. Et par la suite, donc, ce château va transformer, cher Christophe, en une prison de luxe. Et vous allez voir comment les prisons servent à quelque chose. Il est abandonné donc au XVIIIe siècle, et le roi ou le futur roi Louis-Philippe en hérite donc en 1821. Il fait tout restaurer. Et le château est confisqué pour la deuxième fois de son histoire, Chahamou, par l'État français, en 1848. C'est dans ce contexte donc qu'on va retrouver l'histoire de l'émir Abdelkader, le grand donc patriote algérien, avec une partie de sa suite, soit une centaine de personnes, qui vont débarquer dans ce château. Alors, sur l'émir Abdelkader, en deux mots, en 1830, donc la France attaque Alger, démet le pouvoir ottoman, expulse les dirigeants du pays. Et face à cette situation, donc l'émir Abdelkader va mener à partir de 1832 la révolte contre l'armée française occupante de son pays. L'émir soumet très vite la grande partie de l'ouest algérien et les Français sont obligés de signer avec lui donc un accord de paix qui lui permet d'être le patron de la région d'Oran, et les Français lui laissent même la mission, s'il le souhaite, de pacifier toute la partie ouest de l'Algérie actuelle. Cependant, la France étant la France et l'État français étant l'État français, il a suffi de changement du général français qui dirige donc ce territoire occupé pour que la guerre reprenne avec l'émir Abdelkader, qui va donc mettre, pour parler jeune, quelques raclées à l'armée française de l'époque et mener plusieurs victoires. Et donc il y a plusieurs guerres, guérillas, batailles, et jusqu'à ce qu'en 1843, le duc d'Aumale, fils donc du roi Philippe, qui a hérité donc de ce fameux château, capture la troupe de l'émir Abdelkader. Cette troupe, en français, on l'appelle, en tout cas les Français l'appelaient la Smala. En fait, les troupes et la Smala, c'est un village ambulant. Et donc, là où il se déplace, il y a toujours l'émir, ses gardes, ses militaires et sa famille. Et donc, suite à cette capture de l'émir Abdelkader, il y a eu une espèce de négociation pour qu'il se rende. Et là, donc, ils se rend en 1847 contre Christophe. Retenez l'histoire, parce que M. Copé, peut-être qu'il le sait pas, M. Sarkozy non plus, M. Juppé qui a fait l'ENA, peut-être qu'il le sache. Donc, en 1847, quand il y a la reddition de l'émir Abdelkader, il y a une négociation d'État à État, et il y a une promesse
faite par l'État français pour que l'émir Abdelkader soit expulsé dans un pays arabe et musulman pour qu'il continue sa vie et qu'il arrête de faire la guerre à la France. Cependant, il y a la Révolution française de 1848 et donc ceux qui ont gagné la Révolution et qui sont montés au pouvoir ont oublié les promesses de l'État français, et comme disait Charles Pasqua, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Et c'est ainsi que l'émir Abdelkader, donc au lieu d'être expulsé dans un pays arabe musulman, il se retrouve prisonnier, d'abord à Toulon, ensuite à Pau, et enfin donc dans ce château d'Amboise. Et quand ils arrivent, les Français ne font pas les choses en petit. Il lui donne pratiquement le château, il le laisse habiter dans ce qui s'appelle dans ce château le logis du roi, donc l'endroit le plus noble, et il est même autorisé à y construire un masjid, une mosquée. Et donc, il y reste de 1848 jusqu'à 1852. Et là, nous allons avoir donc la visite de lui, Napoléon Bonaparte, qui a accédé au pouvoir et qui vient lui annoncer qu'il va être libre et qu'il va pouvoir aller en Turquie. Cependant, le départ donc de l'émir ne pouvait pas partir avec la totalité de la centaine de personnes qui sont venues avec lui en Algérie. Et donc, il reste, disons, une trentaine de personnes. Et un an après son départ, donc ces personnes qui n'étaient pas soignées, qui n'étaient pas dans des bonnes conditions, vont mourir. Et Napoléon Bonaparte, qu'est-ce qu'il va faire? Il va quand même bâtir une borne pour ces personnes qui sont mortes. Et puis l'histoire de l'émir Abdelkader à Amboise et de ce château s'éteint. Et elle va s'éteindre de 1852 à 2005, où tout d'un coup, ce château et cette partie va revivre grâce à l'artiste sculpteur, retenez son nom, Monsieur Rachid Kouraïchi, qui va créer le jardin d'Orient en 2005. Nous le recevrons dans quelques semaines à la radio pour qu'il nous raconte dans quelles conditions il a créé donc ce jardin. Et donc, depuis, Monsieur Kouraïchi en 2005 a donc, construit un mémoire pour ces personnes qui sont mortes en église. Et à l'endroit de ces sépultures musulmanes, il y a aujourd'hui 25 stèles taillées dans des pierres de Alep, actualité oblige, Syrie, et ils sont gravés avec des hymnes à la paix et de la tolérance extraits du Coran. Et les végétaux qui complètent ce lieu de méditation ont été choisis pour faire référence aux influences culturelles méditerranéennes, pour souligner la constance des valeurs universelles et de tolérance reconnues par l'émir Abdelkader. Juste, je rappelle que l'émir Abdelkader, cher Christophe, cher Hamou, a sauvé les chrétiens de Damas quand il a été en 1852, parce qu'ils ont failli déjà à l'époque être exterminés, et c'est lui qui est intervenu pour expliquer donc la nécessaire tolérance et compréhension entre les deux religions. Et donc si j'ai un conseil, moi je le connais pas, donc je vous le dis tel que je l'ai découvert, j'irai dans quelques semaines faire un tour. Pour ceux qui ne connaissent pas cet endroit, il est temps d'aller visiter le château d'Amboise, avec ce jardin d'Orient, avec ce cimetière musulman, avec ce rappel et ce mémoire et ce souvenir de l'émir Abdelkader, pour mémoire et transmission à la fois, j'allais dire, aux auditeurs de France Maghreb 2, à la population française et peut-être même aux hommes politiques qui ignorent ce genre de choses. Et pour terminer, nous avons fait nous-mêmes avec des équipes de jeunes des visites à Verdun. Nous en ferons une à ce château d'Amboise, parce que je pense à Mou et Christophe que la mémoire doit être transmise pour que chacun sache dans quel pays nous vivons et quelle est l'histoire de ce pays, ce que beaucoup ne connaissent pas, ne veulent pas connaître. Et j'adresserai donc par courrier à monsieur Zemmour cette petite note que je viens de vous lire. Tu veux dire, Tarek, alors qu'il y avait des Arabes en France avant la semaine dernière? Ça c'est un scoop. Avant la semaine dernière, parce que je vous parlerai on est au début janvier, de la même chose du côté de Nice, chez monsieur Estrosi. Ah, alors, ma foi, ça, c'est de l'information. Voilà. Hein. Et ça, on va vous amener ce qui s'est passé. Quand vous serez à Amboise, profitez-en pour visiter Chenonceau, pour visiter Azel-Rideau, pour visiter Blois, parce que, souvenez-vous que François Ier, qui a été donc le grand constructeur de châteaux, a été celui qui a, pour la première fois, signé un traité avec les Turcs, inaugurant un aspect très important de la diplomatie française multiséculaire qui est en train de s'écraser aujourd'hui, c'est-à-dire une amitié avec les puissances musulmanes.
Et par ailleurs, ce même François Ier, qui n'a pas que des qualités, mais qui en a au moins quelques-unes, a créé le Collège de France avec un cours d'arabe quasiment au XVIe siècle. Et juste pour info, pour les gars qui... C'était plus un coup de cœur qu'un point de vue, mon cher ami Tarek. C'est un parti pris. Ouais. Mémoire. Alors, et je rajouterai pour ceux qui iront voir, ne soyez pas étonnés de voir donc les sépultures, c'est-à-dire les tombeaux, avec des versets coraniques en langue arabe, avec dans une calligraphie qui ressemble à la calligraphie de Koufik. Alors, on va passer maintenant, si vous voulez bien, après donc ce petit clin d'œil très intéressant de Tarek, à un avis tranché et plutôt une... Comment on pourrait appeler ça d'ailleurs, Amou? On va appeler ça une petite recension de livres. Aujourd'hui, cette semaine a vu la publication de 2 livres. Un premier qui s'appelle Journal pour Anne et Lettres pour Anne, qui sont 2 livres de François Mitterrand, qui sont consacrés à sa deuxième femme, Anne Pinjot, car comme vous le savez, François Mitterrand était polygame. Et donc, ce livre, plein d'érudition, ça se fait pas, je me tais, montre combien François Mitterrand était un homme de lettres, était un homme extrêmement érudit, était un grand amoureux des femmes. Et ce livre, plein de tendresse, plein d'affection, plein de romantisme, plein de recul sur sa vie, vous décrit un président de la République qui, 20 ans après sa mort, permet post-mortem qu'on publie la face cachée d'un homme qui aura été non seulement un grand politique, mais aussi probablement un grand amoureux. Et simultanément, 2 jours plus tard, on publie Un président ne doit pas dire ça, qui est un bouquin de conversation au débeauté entre François Hollande et des journalistes, qui constitue un véritable suicide politique, puisque dans ce livre, François Hollande se dézingue lui-même, puisqu'il atomise successivement les magistrats, les sportifs, qu'il explique que l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ne se fera pas quand bien même un référendum vient d'avoir lieu et quand bien même son Premier ministre vient de dire qu'il se ferait. Bref, on a l'impression que François Hollande a son buisson intérieur, il s'auto-enregistre et il s'auto-confesse dans des livres qui sont publiés alors qu'il exerce encore ses fonctions de président, un peu comme si il avait atteint la présidence, et ce qui est quand même un exercice extrêmement difficile, et il se rendait compte qu'il n'était pas du tout taillé pour le job, et que finalement il demande aux Français d'éloigner de lui ce calice. Ça me fait vous dire que très probablement François Hollande ne sera pas candidat à un second mandat, et que très probablement il entamera, un peu comme les anciens footballeurs entament des carrières de consultants, il entamera la carrière qu'il aurait toujours voulu faire, celle de journaliste politique. Mais que ne l'a-t-il entamé en 2012? Ça m'aurait évité d'être si déçu par un homme que j'ai soutenu, que j'ai fait élire comme beaucoup d'autres. Mais comme disait Alexandre Dumas, il n'est des services qui ne se paient que par de l'ingratitude. Tarek, vous sentez envie de réagir? Non, mais c'est 2 choses. Sur le fait que François Hollande soit polygame? Non, François Hollande, j'ai pas encore. François Mitterrand, pardon. Quoique, je n'ai pas osé vous dire que effectivement, chez le président de gauche, la polygamie semblait être une fonction native. Alors, quelqu'un m'a appelé tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai sursauté, m'a donné une information. Encore une fois, je la mets entre 50 guillemets. J'ai dit, moi, tant que j'ai pas vu ce document, je n'en parlerai pas, mais, Et il paraît que dans une des administrations françaises aujourd'hui, quand vous vous rendez pour demander un certain nombre de documents et de services qui vous sont dus, parmi les documents qu'on vous fait signer, un papier d'engagement sur l'honneur que vous n'êtes pas polygame. Alors, j'ai demandé à l'avoir. Au consulat? Non, côté administration française. Ah, ok. Ouais, donc, j'attends d'avoir ce document pour dire quelle administration, de quelle manière, et pour dire, il manque un mot en bas, c'est, j'allais dire, pour tout citoyen, et non pas parce que il porte un nom musulman, un prénom musulman. Donc, voilà. La deuxième chose, c'est que ça ramène ce qu'on dit sur Trump, et ça ramène que dans le milieu, en fait, des hommes politiques, cette question des femmes part dans tous les sens, et après, pour les uns, on va les appeler plutôt des charmeurs,
honneur et des, je sais pas quoi, et des hommes à femmes, mais dans le bon sens. Et pour d'autres, comme, j'allais dire, le pauvre écologiste d'honneur de leçon, dont on n'entend plus parler depuis 2-3 mois. Il a pris un beau pain dans la tronche. Hein. Voilà, il a pris 2 pains, oui. Et comme quoi, donc on passe de la case drague, charme à la case viol chez les uns et chez les autres. Et en fait, comme disent les Français, cher Hamou, si vous êtes fort ou cela dépend du fait si vous êtes fort ou si vous êtes faible. Selon que vous serez puissant ou misérable, voilà. Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Et je rajoute donc qu'on est toujours fort avec les faibles et faible avec les forts. Alors, j'ai commencé l'émission en disant que cette période était la revanche des faibles. Alors, Hamou et Tarek, est-ce que vous pouvez, en un mot, parce que le temps presse et je voudrais absolument parler de cette lettre des évêques de France. Très important. Mais en un mot, par rapport au débat d'hier, puisque c'est la question que toute la presse nationale se pose aujourd'hui, qui, selon vous, a gagné ce débat d'hier soir? J'ai découvert... Et pourquoi? J'ai découvert Monsieur Poisson. J'ai découvert un homme tranquille, un chrétien qui assumait ce qu'il était, qui était de droite, mais de cette droite chrétienne qui n'est pas une droite déshumanisée, qui est une droite qui a pris un parti qui n'est pas le mien, mais qui est une droite que je respecte. Voilà quelqu'un qui m'est apparu comme respectable. J'ai découvert que François Fillon était un Thatcher français, très très dangereux, mais un homme parfaitement en phase avec ses convictions, à l'aise. J'ai découvert que Nicolas Sarkozy était nuisible, mais ça je le savais. J'ai découvert qu'Alain Juppé n'était pas surprenant. Donc moi j'ai plus envie d'être surpris. Donc je continue de penser que toute chose égale par ailleurs, et en étant un peu inquiet sur son programme, pour l'instant je vote Juppé jusqu'à plus ample informé. NKM m'a un peu déçu, sa voix ne passait pas. Mais elle a posé quelques idées intéressantes sur le travail indépendant et c'est une vraie question. La punchline à propos des déchets, elle a pas mal. Oui, ça j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Le recyclage, c'est pour les déchets, pas pour les idées. Ça, je dois dire que ça, elle m'a beaucoup plu. Le maire a été extrêmement décevant. Ouais, désastreux. Le renouveau, si c'est ça, j'en veux pas. Alors que franchement, c'est un type pour lequel j'avais de la considération parce que c'était un type qui écrit très bien. C'est un homme qui est très urbain. J'ai rencontré 2 ou 3 fois. C'est un homme poli. Ça vous change. Voilà, donc je crois que j'ai tout balayé. Hein. Bon, Tarek. Copé ne valait pas la peine d'être mentionné. Ouais, c'est clair. Tarek, pour faire plus court. Alors, pour faire plus court, les médias ont dit que Juppé a gagné. Ouais. Donc, ce qu'il a gagné, en tout cas, ils ont enfoncé dans la tête de tout le monde que Juppé a gagné. C'est ça. Et ça va être très difficile d'enlever. Donc, il va arriver pour le 2e débat et 3e en position de force psychologique. Sarko, le président. Qu'est-ce qu'il a transpiré hier soir? L'ancien président Sarkozy est dans un jeu qui peut rappeler un jeu des films américains à la vie, à la mort. Comme si, en perdant cette élection, en n'y allant pas, il va mourir. Donc il y a une espèce d'acharnement qui relève de la psychanalyse. Pour moi, donc un KM se place pour l'avenir parce que en France, contrairement à ce qu'on dit pour les Arabes et les musulmans, on est très misogyne, qu'on soit chrétien, musulman ou sans religion. Et donc elle paye le prix qu'a payé Ségolène Royal en 2007. Et donc la partie se continue. La finale, on la connaît maintenant. C'est Sarkozy-Juppé. Ah, pas sûr. Fillon peut très bien se faufiler dans un couloir. Non. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une surprise et que Sarkozy soit éliminé au premier tour. Ça serait le bonheur. Donc voilà un peu la vision. Fillon, Juppé pour toi, Hamou? Ah, ça pourrait être rigolo, ça. Ouais. Si c'est ça, ça serait vraiment complètement désarçonnant. Si c'est comme ça, la droite a déjà gagné quelque chose. Elle a éliminé celui qui allume le feu à tous les coins de rue. Et puis pour terminer, j'ai trouvé la formule très très difficile. Pour moi, journaliste, comme dirait le président, lui président, j'aurais fait en gros peut-être 3 questions, maximum 4 questions, et donner un peu plus de temps à chacun de répéter. C'était beaucoup trop long. C'était trop long parce qu'il y avait surtout trop de questions. Surtout la première partie, qu'est-ce qu'elle était emmerdante. Non, il y a trop de questions. S'il y avait 4 questions, une économie, une société, une politique étrangère et une, je sais pas, avenir de la France, industrielle, je sais pas quoi, ça aurait été largement suffisant et chacun aurait été... Poisson a eu raison, on n'a pas fait de politique dans ce débat. C'est ça, c'est ce qu'il a regretté en tout cas. Juste, messieurs, je veux vous parler de l'inquiétude des évêques de France. L'initiative est assez rare pour être soulignée. Les évêques publient une longue lettre d'une 60aine de pages à destination des, très beau texte, des habitants de France. On peut acheter vraiment pour lire et pour comprendre comment une institution fonctionne. Une institution démocratique.
Alors plusieurs grands thèmes, Tarek, sont abordés dans cette lettre: l'identité, l'intégration, la laïcité, l'éducation et la qualité du débat public. Et la classe politique d'ailleurs est particulièrement visée. Moins qu'on puisse dire, c'est que les évêques dressent un constat très sombre. Nous aimons notre pays et nous sommes préoccupés par sa situation. C'est par ces mots d'ailleurs que commence cette longue lettre des évêques de France qui ont rendu public. Donc hier, des évêques inquiets et ils ne mâchent pas leurs mots. La classe politique donc prend ainsi pour son grade. À sa parole trop souvent a été pervertie, utilisée, disqualifiée. Une classe politique qui n'a plus de vision ni de projet à long terme pour le pays. Voilà pour en tout cas les grandes lignes de cette lettre de 60 pages écrite par les évêques de France. Dites donc, Tarek et Hamou, les évêques de France, est-ce que les imams pourraient pas en faire autant? Bah si, ils vont faire à l'école encore. Ils vont faire une fatwa pour se poser la question: est-ce que quand on rentre dans la mosquée, on rentre avec le pied droit ou le pied gauche? Ou est-ce que c'est haram ou halal d'aller voter? Voilà, ça c'est la deuxième fatwa. Comme il y a 60 pages, je pourrais vous faire 60. Hein. La troisième, c'est est-ce que aller voir un cheikh quand on a quand on se sent malade, au lieu d'aller voir le médecin, c'est halal et haram. Ah, mais ça, est-ce que c'est du niveau de Sarkozy qui dit que le pasteur est plus important que l'instituteur. Hein, alors, est-ce que on vote selon le nombre de mètres carrés ou pas? Nous sommes loin du compte et moi je regrette sincèrement qu'au sein du CFCM, et je connais beaucoup de personnes, sinon tous au CFCM, j'en respecte beaucoup. Les autres, je n'en parlerai pas. Et ceux que je respecte, des fois je leur dis comment faire pour élever le débat et pour faire qu'on parle de culture et de citoyens et pas de religion dans les CAF. Il n'y a pas que le CFCM. Hein, non, mais je m'adresse à celui-là, puisqu'il est l'équivalent on va avoir la fondation de l'islam de France. Oh oui, on attend ça avec impatience. J'ai signé l'appel des 41, ça m'a donné des idées. Je me suis dit que peut-être des gens comme ça, qui sont des médecins, qui sont des ingénieurs, qui sont des économistes, qui pourraient se fendre effectivement d'un document du même ordre. Pub, j'aime pas, et puis on écoutera aussi un petit bout du coup de cœur de Hamou Bouakas qui est musical aujourd'hui, qui est une très belle voix d'ailleurs à découvrir. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2 pour la suite avec Tarek Mami et Hamou Bouakas. On est en direct, messieurs, on y va pour le j'aime ou j'aime pas. Ah bah ouais, moi j'aime pas de toute façon. Ouais, mais toi t'aimes rien, c'est bien connu. Sauf le couscous au fèves. Sauf le couscous au fèves. Soxo. Ouais, mesdames, voilà. Bon, très bien, bon appétit. Alors dans le j'aime ou j'aime pas, on va commencer par une petite information qui nous emmène au Maroc. À la suite des élections législatives, 21% des femmes députées dans le nouveau Parlement. 71 d'entre elles ont été désignées par un système de quotas. Pour 10 autres, eh bien, elles ont été élues dans des circonscriptions locales. Alors 21% est un chiffre qui est en légère hausse. J'aime pas. Tarek? Moi j'aime. Pas parce que c'est à la mode, mais parce qu'il faut que les gens dans le Maghreb et dans le monde arabe s'habituent à voir des femmes décider petit à petit. Et les donneurs de leçons en Occident, je vous rappelle que le droit de vote des femmes est arrivé en 1945-46. Donc il faut que les gens s'habituent, et surtout ça fera le bonheur des enfants qui vont voir leur mère donc accéder à ces genres, et ce sont ces enfants-là qui vont demain se marier et qui vont donner l'exemple par leurs propres enfants, et donc c'est comme ça qu'on fait de la transmission positive à mon sens, sauf si Hamou est contre les femmes. Moi, quand je vois ma mère, ma fille et mes copines, je sais que l'homme est un brouillon et que la femme est un chef-d'œuvre, donc je m'incline avec respect, donc plus il y en a, plus je suis content. Très bien. Béziers, la ville de Béziers. Le maire rien que le mot fait rire. Robert Ménard. Le parquet ouvre une enquête sur la campagne anti-migrants. Les affiches évidemment qui font polémique donc à la demande de Ménard. J'aime pas le fait que le parquet s'y en mêle. Tu vois, Christophe, c'est le seul moment où t'es content d'être aveugle, c'est que tu vois pas les affiches de Robert Ménard, quoi. Ça, c'est un kiff, quoi. C'est vrai, c'est pas mal. C'est vraiment un type, mais il est incroyable. Quand je pense que j'ai mangé à sa table, à côté de lui. Ça va? C'était pas trop indigeste? Mais non, mais il était pas comme ça avant. C'est vrai, moi je l'ai rencontré dans le cadre de, quand il était président de Reporters sans frontières, c'était quelqu'un de Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Qu'est-ce qu'ils lui ont injecté? C'est pas possible. Alors, avec la phrase, ils arrivent 3 points, les migrants. Ouais. C'est pathétique. Donc le parquet s'en mêle. Le prix Nobel de littérature. T'imagines si on avait dit ils arrivent les pieds noirs quand il est venu d'Algérie, lui? Le prix Nobel de littérature attribué hier à Bob Dylan. J'aime pas. Moi je kiffe Bob Dylan, donc moi j'aime pas. Ah, pourquoi t'aimes pas, Tarek? Parce que je vais dire, c'est une
transgression des règles depuis 1901. Si dans 3 ans, dans 10 ans, ils donneraient un autre chanteur, je comprendrais à la limite, mais je veux dire, passer de tout ce qu'on a eu comme prix littéraire à travers le monde, ou alors ils créent une nouvelle case qui s'appelle, je sais pas moi, l'artiste, le chanteur, le danseur, ce qu'ils veulent, mais je veux dire littérature. Il a écrit des livres certes, mais on a dit que c'était pour les paroles. Pour les paroles. C'est un très grand poète, c'est un très grand auteur de chansons. Il a, je pense, beaucoup influencé le folk. J'aime pas et je me tais. Très bien. Il a libéré un boxeur d'ailleurs qui était, il a fait libérer un. J'aime pas et je me tais parce qu'on parle littérature. L'affaire Morandini qui est en train de prendre des allures incroyables du côté de chez iTélé. Vous savez qu'il est annoncé pour son retour à la télé à 18h en direct lundi prochain. Oui. Lundi prochain sur iTélé, sauf que les journalistes ont posé une motion et alors la direction de iTélé a répondu. Pour ceux qui sont pas contents, vous prenez vos indemnités, vous vous cassez. En clair, hein, ça donne ça. Moi, et Morandini qui a lancé cet appel ce matin dans Le Monde, laissez-moi travailler. J'aime pas ou... J'adore Bolloré. On s'en fout d'ailleurs. C'est le Poutine de l'audiovisuel. C'est un mec, il est très clair. C'est lui le boss. Il fait ce qu'il veut. Donc je kiffe Bolloré. C'est très simple. Hein. Une des façons pour éviter que Morandini reste sur iTélé là. C'est iTélé ou c'est C8 iTélé. Ouais, iTélé qui va passer à la langue française pour devenir CNews. Il faut pas regarder ça, c'est tout. Il faut que tout le monde boycotte. C'est aussi simple que ça. C'est pas mal. Tarek, je suppose dans la même lignée. Oui, d'accord, très bien. Moi aussi, je suis preneur. Tiens, BJK et Sepsi, le printemps arabe est une invention de l'Occident. Bravo, président, enfin. Moi, j'aimerais mieux que l'Occident soit une invention du printemps arabe, tant qu'à faire. Donc, on aime alors. Forcément. La petite phrase. Et puis bon alors je vous la soumets pas dans le j'aime ou j'aime pas, mais c'est une petite information, c'est Christine Kelly, vous la connaissez, elle a été agressée à son domicile hier soir, elle a porté plainte. Et elle a raison. Et c'est une dame sur le plan personnel. Je la connais puisqu'elle était aussi à ça. Elle était pendant 6 ans, on a travaillé ensemble. C'est une femme, encore une fois, extraordinaire parce que c'est une bonne femme pour utiliser la bonne langue française qui s'est battue pour être là où elle est. Un journaliste à LCI, elle a écrit un livre sur Fillon. C'est la trajectoire des uns et des autres. C'est dommage. Et puis toute violence est condamnable. C'est une femme qui lutte contre l'enfance en danger. Alors si j'en ai une autre, il y a une dernière pour la route. Vous savez qu'en ce moment il y a les 35 heures de Cyril Hanouna. Bon, ça, je vous en foutez, j'en suis sûr. Mais il y a un dérapage. C'est qui ce type? C'est un animateur qui buzz en ce moment. Il y a un chroniqueur. Attendez, écoutez bien. Il y a un monsieur qui l'accompagne, un chroniqueur qui s'appelle Jean-Michel Maire. Et apparemment, cette nuit, il y a eu un problème. C'est qu'en plateau, ils ont eu une invitée. Et ce monsieur n'a rien trouvé de plus utile et de plus agréable que d'embrasser cette femme sur la poitrine alors qu'elle avait dit non. Évidemment, c'est en train de monter en épingle cette information. Il y a eu 271 plaintes déposées auprès du CSA pour agression sexuelle. Écoute, voilà. Tant mieux quoi. Enfin, tant mieux pourquoi pas non mais tant mieux qu'on n'accepte pas une chose pareille. Enfin, c'est juste, c'est atterrant quoi. Enfin, ce type, faut l'envoyer qu'au numéro 2 de Trump pour la campagne américaine. C'est pas mal. Et il pourrait lui donner quelques idées. C'est pareil, mais arrêtez de regarder ces chaînes, quoi. C'est un truc de fou. Il paraît qu'il y a je sais plus combien de millions de gens qui ont regardé cette merde. 8,6 millions, c'est un record jamais égalé. Depuis qu'il est à l'antenne depuis 14 heures, si vous faites le cumul, 8,4 millions de téléspectateurs ont regardé au moins une fois cette... mais compte les mecs qui sont gourés avec leur télécommande ou pas? Ah, mais je sais pas, moi. Et puis c'est pas le même public si c'est à des horaires différents. Ah oui, non, mais. Un coup à midi, un coup mais c'est un record total. Oui, l'audience cumulée, c'est un record total pour C8 quand même. Bon. C'est pathétique. Je sais pas si c'est C8, mais c'est nul. Hein. Pas mal. Là, c'était avec cette belle punchline qu'on va se quitter, mon cher Amou Bouakaz. À très vite. Tarek Mami, merci beaucoup. On va se quitter avec... Vendredi prochain, on sera, si Dieu veut, Marseille. En direct de Marseille. Ah oui. Pour expliquer... Vous emmenez Amou ou pas? Ah bah s'il veut. Moi je suis à Marseille mais mardi. Voilà. Ah bon? Et en fait c'est pour expliquer, il y aura un spot qui tournera début de la semaine, la fameuse histoire de la grande mosquée. Et le projet abandonné de Marseille. Première idée dans les années de 1850 et à ce jour il n'y a toujours pas de grande mosquée à Marseille. Très bien. C'est Marseille. On va se quitter avec la douce voix de Amel Brahim Djeloul que avait choisi notre ami Hamou Bouakaz qui chante du Idir. C'est juste magnifique quoi, ça franchement. À bientôt. D'après tous les sondages, Alain Juppé apparaît comme le grand gagnant de ce débat. Alors on verra, et on en reparlera en tout cas de toute façon dans un instant. Mais pour l'heure et avant toute chose, on va revenir dans un instant sur cette résolution de l'UNESCO qui est à l'initiative de l'Algérie et le Maroc à propos du statut de la mosquée d'Al-Aqsa. Aucun lien avec le judaïsme, c'est ce que donc réclame donc cette résolution qui a été votée à l'unanimité, d'ailleurs 24 pour,
6 contre, 26 abstentions, dont la France. Ah non, pas à l'unanimité du coup alors. 24 pour quand même contre 6, c'est pas mal. La majorité alors. Oui, la majorité. On en reparle dans un instant. Monsieur Tarek Mami qui entre à l'instant dans nos studios, que l'on va saluer dans un instant, le temps de mettre notre petite page de réclame. Et on est de retour très vite. Le Grand Forum, merci d'être avec nous. Je rappelle qu'à 17h, on recevra monsieur Kamel Dafri, qui est le directeur du festival 17e édition, d'ailleurs, quand même cette année, Ville des musiques du monde, qui va nous parler de cette 17e édition qui va démarrer donc ce soir. Amou Bouakaz avec nous et aussi Tarek Mami. Bonsoir Tarek. Bonsoir Christophe, bonsoir à toutes et à toutes et à tous. On va pas changer les bonnes habitudes. Et bonsoir Amou Bouakaz. Ça va? Il fait beau à Paris. Ah oui, il fait beau. Ça avait l'air speed, hein. Ouais, c'est ça. Alors, on va directement rentrer dans le vif du sujet, si vous voulez bien, avec cette résolution de l'UNESCO qui a été votée. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire, au-delà de ce que comporte cette résolution, c'est que c'est à l'initiative de 2 pays. Qui sont pas forcément dans la meilleure entente qu'ils soient, mais en tout cas pour cette fois-ci, ils se sont entendus pour cette résolution. En tout cas, tenter de la faire voter, ça a été réussi. C'est le Maroc et l'Algérie. À propos donc de cette résolution, passant sous silence les liens historiques. Écoutez bien, c'est important, du mont du Temple et de la mosquée d'Al-Aqsa et du judaïsme. Ce qui a évidemment énervé, on peut le comprendre quelque part, Israël, qui a coupé d'ailleurs tous les liens avec l'UNESCO, reprochant d'ailleurs à l'UNESCO de favoriser l'islamisme terroriste. Le terrorisme islamiste, pardon. Alors, que faut-il en attendre de cette résolution de l'UNESCO? Et surtout, ma question, est-ce que finalement, quand 2 pays qui s'entendent pas forcément bien, mais se mettent d'accord pour faire voter une résolution, je rappelle quand même 24 pour, 26 abstentions et 6 contre. Parmi les 6 qui ont voté contre cette résolution, il y a évidemment les États-Unis, il y a aussi l'Allemagne, voilà quelques pays. Et la France, qu'est-ce qu'elle a... Et de ce que nous vous avons fait subir. Séquence émotion donc de cette chanteuse anglaise. On passe maintenant à cette information révélée par iTélé. Des militaires français auraient été grièvement blessés en Irak par un drone de l'État islamique. C'est ce que l'on apprend donc. Ceci pose la question sur l'utilisation des drones, qui fut d'ailleurs l'appareil le plus offert à Noël dernier. Ce serait un drone de ce type qui aurait été utilisé dans l'attaque des 2 soldats français en Irak. Environ 2 mètres d'envergure, on peut se le procurer facilement dans le commerce. Il peut transporter jusqu'à 1 kilo, des explosifs dans le cas de l'attaque à Erbil. Toutes les grandes manifestations qui rassemblent du public peuvent être survolées. Par d'autres, c'est interdit. Et comme il suffit qu'un engin puisse porter une charge explosive d'1 kilo, avec 1 kilo de TNT ou alors de Semtex, ça fait de très gros dégâts. Objet inoffensif et cadeau le plus offert à Noël l'an dernier en France, le drone deviendrait-il une arme de guerre ? Ça pose des questions sur l'évolution technologique, puisque toute personne mal intentionnée peut utiliser son véhicule sur la chaussée en bas, comme on l'a vu à Nice. Le drone n'est pas plus dangereux en soi qu'un véhicule. Pas de quoi paniquer donc, mais comment éviter ce type de dérive? Où en est le texte actuellement en discussion au Parlement? L'immatriculation des drones va permettre à la fois la traçabilité et effectivement la recherche de la responsabilité des pilotes ou exploitants de drones. Les expérimentations sont nombreuses. Brouillage radio, piéger le drone avec un filet ou même un aigle, test de la police néerlandaise. Des méthodes qui ont toutes leurs limites, car si l'engin est trop gros, trop rapide ou télécommandé par un GPS, ces tentatives sont inutiles. Et enfin, pour finir ce zapping, un extrait du reportage consacré à Florian Philippot hier soir dans Envoyé spécial. Ce dernier s'est emporté. Nous avons nous aussi posé la question à Florian Philippot. Pour la première fois, après plusieurs semaines de tournage, ce politique, à la parole millimétrée, va perdre le contrôle. Lors de votre première rencontre avec Marine Le Pen, vous n'êtes pas seul. Non mais, je suis pas seul ou pas. Mais mettez les pieds dans le plat, vous voulez parler de mon frère. Bon, bah alors dites-le. Est-ce que votre frère a un rôle politique? Non, il n'a pas de rôle politique. Non, il a ses convictions, il a sa vie. France Maghreb 2, France Maghreb
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 pour le Grand Forum en ce vendredi 14 octobre. Bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est parti jusque 18h30 avec au programme de la dernière partie tout à l'heure une recette que nous donnera Amar. Nous parlerons de l'éphéméride de ce 14 octobre avec les quelques dates importantes à retenir dans l'éphéméride. Il y a eu d'ailleurs pas mal de prix Nobel de la paix attribués un 14 octobre, notamment à un certain Nelson Mandela, Martin Luther King aussi, et puis Yasser Arafat. Voilà, vous en saurez plus donc tout à l'heure aux alentours et après 18h. Les programmes télé pour ce soir bien sûr, et puis le sport avec Ralph Bécheny à suivre bien sûr tout à l'heure sur France Maghreb 2. Et puis avec pour m'accompagner aujourd'hui Monsieur Hamou Bouakaz, comment il va? Salut Christophe, ça va bien. Dis-moi, dans le désert ils disent toujours ouais, on l'aime bien ta Amar recette. Ah oui, ta Amar recette. Ah oui, toujours. Ça là, non pas mal. Une petite punchline à la NKM là pour commencer. C'était beau bien. Ça, c'était beau. Le j'aime ou j'aime pas tout à l'heure avec une flopée d'informations à commenter avec Tarek Mami qui est toujours en avance, c'est connu. Le coup de cœur de Hamou Bouakaz, il est musical aujourd'hui, n'est-ce pas? Ouais, j'aime bien la musique, surtout la musique que vous allez découvrir tout à l'heure, qu'elle est très jolie, c'est-à-dire très très bien. Ah oui, sympa, je confirme. L'invité sera Kamel Dafri. Tu connais Kamel Dafri? Non, je connais pas Kamel Dafri, ça me dit quelque chose pourtant. Le directeur du festival, la 17e édition d'ailleurs du festival Ville des Musiques du Monde qui commence ce soir avec d'ailleurs une petite soirée sympathique le 29 octobre prochain avec Ali Amran et Cher Sidi Bémol. Ça se passera à l'Embarcadère à Aubervilliers. Voilà. Ça va être un homme passionnant, ça. Ouais, ça c'est bon ça. Donc à 17h il sera avec nous Kamel Dafri pour nous en parler de cette 17e édition. L'avis tranché de monsieur Hamou Bouakaz. De quoi allons-nous parler aujourd'hui avec toi? On va parler de François Mitterrand, François Hollande, le contraste. Ah oui. Et un sacré d'ailleurs. Dans l'actualité aujourd'hui, ce que je vais vous proposer de commenter cette résolution de l'UNESCO qui alors a fâché rouge Israël à tel point que d'ailleurs elle a suspendu ses relations avec l'UNESCO à l'initiative de cette résolution à propos de la mosquée d'Al-Aqsa. Eh bien, l'Algérie et le Maroc, comme quoi quand ils veulent s'allier, ils arrivent peut-être à faire des bonnes choses. On verra en tout cas ensemble tout à l'heure. Nous parlerons évidemment de ce qui s'est passé hier soir à la télé avec un débat des... Il fait ce qu'il veut. Votre frère, on l'a vu plusieurs fois à Nanterre au siège du Front National, on l'a vu plusieurs fois chez Marine Le Pen. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? J'ai pas l'habitude de le voir à Nanterre ni chez Marine Le Pen. On a des sources. Oui, vous avez sûrement des sources. Moi j'ai des sources qui m'ont dit que votre sœur, elle faisait des choses pas terribles. Vraiment, j'ai des sources. En guise de réponse, une attaque personnelle et gratuite. Voilà pour ce qui est du zapping, mon cher ami Hamou. On termine donc par un pétage de câble de Florian Philippot quand même. Je kiffe moi ça, c'est bon ça. Ah oui. Ouais, c'est bon. Alors qu'est-ce qui a retenu ton attention principalement dans ce zapping? Le plus drôle, c'était les drones en fait. Ouais. C'est ça qui était rigolo, c'est qu'en fait tu fous 1 kilo d'explosif dans un drone et tu mets en difficulté la 6e puissance du monde. Et moi, ma conviction sur la période que nous vivons, c'est que c'est la période de la revanche des faibles. D'ailleurs, il y a un bouquin de Bertrand Badis sur cette question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tellement de laissés pour compte dans le système partout que les forts vont être déstabilisés par la coalition hétéroclite et même involontaire des faibles. Et donc, les faibles, alors on peut en penser ce qu'on veut, on peut avoir des convictions différentes par rapport à certains faibles, il n'y a pas de doute là-dessus, mais les faibles s'organisent et donnent des coups, plantent des banderies qui affaiblissent les forts. Donc ça, c'est tout à fait intéressant et vous verrez dans la prochaine période, il y aura ça partout. D'ailleurs, vous avez vu dans le débat, on en reparlera, mais on peut aussi le lire de cette façon, la revanche des faibles. Ouais, la revanche des faibles. À qui tu penses quand tu parles de faibles? Je pense à Copé. Ouais. Je pense à Copé qui a été le seul à sortir du cadre et qui a fait sortir de ses gonds Sarkozy, qui l'a humilié d'une façon qui a montré que il y a un moment donné, Sarkozy sortait du cadre qu'on lui avait donné. Je trouve aussi que Poisson, petite révélation, dans son couloir, a aussi profité de ce débat. Il avait le même temps et il s'en est bien servi. Alors encore une fois, je ne parle pas de mes convictions personnelles, hein. Je parle simplement du point de vue simplement de l'analyste, quoi.
En tout cas, on en reparlera évidemment tout à l'heure, mais primaire, le premier débat télévisé entre les candidats à la primaire, donc de la droite et du centre, en vue de la présidentielle de 2017. Un exercice qui était millimétré, ce qui n'a pas empêché, vous le verrez, quelques passes d'armes. Nous y reviendrons. Et puis nous parlerons aussi de l'institution judiciaire qui monte au créneau après les propos de François Hollande sur les magistrats accusés par le chef de l'État de lâcheté. Une humiliation pour le procureur général de la Cour de cassation. Nous verrons cela tout à l'heure. François Hollande a fait marche arrière et s'excuse. Ça s'est passé ce midi. Tout à l'heure, j'aime bien le titre de Courrier International qui dit « Comment se suicider en 700 pages ». Politiquement. Comment se suicider politiquement en 700 pages. C'est un titre donc du Courrier International. Je n'avais pas lu Courrier International, mais dans la chronique de tout à l'heure, on reviendra au suicide politique. C'est ça. Et nous y reviendrons évidemment tout à l'heure. Pour l'heure et pour commencer, c'est le zapping. Le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la radio, à la télé, sur Internet. On va évidemment commencer par ce débat qui a eu lieu hier soir sur TF1, regardé par plus de 5,6 millions de téléspectateurs. Donc au niveau de l'audience, le pari est rempli. Pour ce qui est du reste, le débat était assez soporifique. Je vous propose d'écouter un extrait dressé par le commentaire d'une journaliste. Éviter l'affrontement direct. Hier soir, les 7 candidats à la primaire de la droite et du centre avaient tous cet objectif en tête. La tension est pourtant montée d'un cran quand l'affaire Big Malion a été évoquée. Totalement. Or, si j'avais été mis en examen, je n'aurais pas été candidat. Je veux dire que je ne porte de jugement à l'égard de personne. Ce ne sont pas des déclarations qui honorent ceux qui les prononcent. Mon casier judiciaire, après 37 ans de vie politique, il est vierge. Je n'ai jamais été condamné. Mais aussi la condamnation d'Alain Juppé. Aujourd'hui, les Français ont la décision au bout de leur bulletin de vote. S'ils estiment que ma faute me disqualifie, ils ne m'éliront pas. On y reviendra évidemment tout à l'heure sur ce débat avec Tarek Mami et avec Amou Bouakaz. On poursuit ce zapping avec la chanteuse Lily Allen qui est venue à Calais avant le démantèlement de la jungle de Calais d'ici quelques jours. Et elle est venue s'excuser auprès des migrants en larmes. Écoutez. À 3 reprises, les Anglais en particulier ont mis la vie de ce jeune garçon en danger. Nous avons bombardé votre pays, nous vous avons abandonné aux talibans et maintenant vous risquez votre vie pour arriver dans notre pays. Je m'excuse au nom de mon pays, je suis désolée.